Bonsoir et bienvenue. En février 1778, le carrosse d'un vieil homme s'approche des portes de Paris. Il a 83 ans, il est frêle, emmitouflé dans des fourrures pour se protéger du froid hivernal. Cela fait 28 ans qu'il n'a pas vu la ville. Le gouvernement lui avait interdit d'y revenir. L'Église le considérait comme une menace pour l'âme des fidèles. Pendant près de 3 décennies, il a vécu en exil, écrivant depuis les frontières de la France, sans jamais être autorisé à les franchir. Et pourtant, alors que son carrosse roule dans les rues, l'extraordinaire se produit. La foule commence à s'assembler. D'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de personnes se pressent contre le véhicule, criant son nom, cherchant à toucher la paroi comme s'il transportait un saint. La circulation s'arrête. La ville est paralysée. La police, qui autrefois l'aurait arrêté, peine aujourd'hui simplement à lui frayer un chemin. L'homme dans ce carrosse, c'est Voltaire, et dans 3 mois il sera mort. Comment le fils d'un notaire est-il devenu l'écrivain le plus célèbre et le plus redouté d'Europe? Comment un homme armé de rien d'autre que de mots a-t-il pu amener les rois à courtiser ses faveurs et les églises à trembler à l'évocation de son nom? Et qu'est-ce qui l'a finalement poussé à revenir à Paris, sachant que ce voyage pourrait le tuer? Pour comprendre la fin, nous devons revenir au début. Nous devons remonter plus de 8 décennies en arrière, dans un autre Paris, un monde qui semblerait à la fois familier et totalement étranger à nos yeux modernes. Si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela nous aide à découvrir d'autres récits comme celui-ci. Et j'aimerais savoir d'où vous nous regardez ce soir. Dites-le moi dans les commentaires. Nous sommes en 1694. Louis XIV, le roi Soleil, occupe toujours le trône de France, bien que son long règne entre dans son crépuscule. Paris est une ville d'environ 1,5 million d'âmes, un labyrinthe de rues médiévales étroites, dominées par les flèches des églises et les grands palais de la noblesse. C'est une ville de salons aristocratiques étincelants et d'une pauvreté urbaine désespérée, de théâtres brillants et d'exécutions publiques brutales, d'un catholicisme dévot imposé par décret royal et d'un scepticisme chuchoté dans les chambres privées. Dans ce monde, le 21 novembre, un enfant naît au sein d'une famille bourgeoise respectable. Ses parents le nomment François-Marie Arouet. La famille Arouet est aisée mais sans distinction particulière. Le père, François Arouet l'Ancien, est notaire, un officier juridique gérant les contrats, les testaments et les transactions immobilières pour des clients comptant parmi les plus grandes familles de Paris. C'était une profession respectable, solidement bourgeoise, et François l'Ancien s'attendait à ce que ses fils suivent ses traces dans le droit ou une autre carrière raisonnable. C'était un homme pratique, prudent, conservateur dans ses habitudes et ses convictions. Il ne comprendrait jamais la créature que son plus jeune fils allait devenir. La mère, Marie-Marguerite, venait d'une famille aux liens de petite noblesse, avec des prétentions légèrement supérieures au rang de son mari. Elle était, selon les rares témoignages qui subsistent, une femme d'esprit et de grâce sociale. Mais elle ne vivra pas assez longtemps pour voir ce que son fils deviendrait. Elle meurt alors que François-Marie n'a que 7 ans. Cette perte laissa une blessure dont le garçon ne parlera que rarement par la suite, mais qui, peut-être, ne cicatrisa jamais tout à fait. Il y a autre chose concernant les origines du jeune François-Marie, quelque chose de plus étrange. Tout au long de sa vie d'adulte, Voltaire insistera, à moitié en plaisantant, mais avec un fond de sérieux, sur le fait qu'il n'était pas le fils du notaire Arouet. Il affirmait que son véritable père était un petit noble et auteur de chansons nommé Rochebrune, un homme d'esprit qui fréquentait le salon de sa mère et qui était mort vers la naissance de l'enfant. Est-ce vrai? Voltaire le croyait-il vraiment, ou préférait-il simplement cette histoire? Nous ne pouvons le savoir avec certitude. Les preuves historiques le sont maigres dans les 2 sens, mais cette croyance, ou cette mise en scène de la croyance, est révélatrice. Elle suggère un garçon, puis un homme, qui ne s'est jamais senti à sa place dans le monde de son père. Un fils qui regardait les registres soignés du notaire et ses clients respectables
en se sentant destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose que sa filiation officielle ne pouvait expliquer. S'il était le fils d'un poète et d'un aristocrate, même mineur, alors ses ambitions dévorantes prenaient tout leur sens. Ses dons étaient un héritage, pas un accident. Cette tension entre le monde bourgeois respectable où il est né et le monde aristocratique étincelant qu'il aspirait à rejoindre entra Voltaire toute sa vie. Il charmera des ducs et dînera avec des rois, mais on ne lui permettra jamais d'oublier qu'il naît aux yeux de la véritable noblesse, qu'un roturier astucieux, un amuseur, un serviteur doté d'un esprit plus acéré qu'il n'est prudent d'avoir. Le foyer de François Arouet l'Ancien n'était pas chaleureux après la mort de la mère. Le père était absorbé par son travail, et sa relation avec son plus jeune fils se mua en une incompréhension mutuelle. L'aîné des Arouet voulait un fils qui embrasserait une profession stable et honorerait le nom de famille. Il obtint un garçon qui semblait déterminé à gâcher tous ses avantages pour la poésie, l'esprit et les idées dangereuses. Pourtant, le père fit une chose qui allait façonner le destin de son fils. Bien que ce ne soit pas de la manière qu'il avait prévue, il envoya le garçon dans la meilleure école de France. Et là, entre les mains de ses professeurs, les armes qui rendraient Voltaire célèbre furent forgées pour la première fois. Ce garçon qui, un jour, ferait trembler les rois et vaciller les églises, n'avait à 7 ans ni mère, doutait de l'identité de son propre père et ne possédait qu'un seul héritage qui s'avérerait d'une valeur inestimable, une langue qui ne pouvait rester immobile. À l'automne 1704, le jeune François-Marie Arouet, âgé de 10 ans, franchit les portes du collège Louis-le-Grand, l'école la plus prestigieuse de Paris. Pendant les 7 années suivantes, cette institution monumentale au cœur du quartier latin allait devenir son univers. Les hommes qui la dirigeaient étaient des jésuites, membres de la Compagnie de Jésus, les troupes de choc intellectuel de la contre-réforme catholique. Ils étaient renommés dans toute l'Europe pour leur méthode d'enseignement rigoureuse et leur capacité à former des diplômés capables d'argumenter, de persuader et de diriger. C'est l'une des plus savoureuses ironies de l'histoire que l'homme qui passa sa vie à attaquer l'Église catholique ait reçu son éducation de ses plus redoutables défenseurs. Le collège Louis-le-Grand n'était pas une école pour les pauvres. Ses élèves étaient issus des meilleures familles de France, fils de ducs et de comtes, de ministres et de généraux, de riches marchands et de magistrats ambitieux. François-Marie, le fils du notaire, évoluait parmi eux comme un jeune boursier, admis grâce à l'évidence de ses dons plutôt qu'aux relations de sa famille. Dès ses premiers jours, il apprit une leçon qui resterait gravée en lui pour toujours. L'esprit et le talent pouvaient ouvrir des portes que la naissance seule ne pouvait franchir. Mais ces portes pouvaient aussi se refermer brutalement et sans avertissement. Le programme était classique au sens le plus pur. Les élèves étudiaient le latin et le grec, la littérature de la Rome et de l'Athènes antique, la rhétorique de Cicéron et la poésie de Virgile. Ils apprenaient à composer des vers latins, à construire des arguments, à parler et à écrire avec précision et élégance. Mais plus que n'importe quel sujet particulier, les jésuites apprenaient à leurs élèves comment réfléchir et, plus important encore, comment persuader les autres de penser comme ils le souhaitaient. L'art de la rhétorique était au centre de la méthode jésuite. Les étudiants apprenaient à argumenter les deux côtés d'une question, à anticiper les objections pour les désarmer à l'avance, et à faire appel à l'émotion autant qu'à la raison. Ils mettaient en scène des productions théâtrales, des pièces classiques et des drames originaux, découvrant ainsi le pouvoir de la performance, du sens du rythme et de l'art de tenir un public dans le creux de sa main. Dans le grand hall du collège, François-Marie découvrit que les mots, lorsqu'ils étaient déployés correctement, constituaient une forme de pouvoir. Il était brillant, et ses professeurs le savaient. Il remportait des prix pour sa poésie latine. Sa mémoire était prodigieuse, sa facilité verbale déconcertante. Les pairs notaient avec approbation qu'il avait l'étoffe d'un excellent jésuite lui-même,
ou peut-être d'un grand avocat ou d'un officier royal. Ce qu'il notait avec moins d'enthousiasme, c'était autre chose, un esprit qui ne pouvait s'empêcher de lancer la remarque cinglante, l'observation pointue, la plaisanterie qui allait juste un pas trop loin. Une histoire, peut-être brodée par le temps, raconte que l'un de ses professeurs lui aurait dit « Vous serez un jour le porte-drapeau du déisme en France ». Le déisme, cette croyance en un Dieu qui a créé l'univers mais n'y intervient pas, une position qui niait les miracles, la révélation et l'autorité de l'Église. Que cette prophétie ait été réellement prononcée ou simplement attribuée plus tard, elle capture une vérité profonde. Même enfant, François-Marie posait des questions qui mettaient ses professeurs mal à l'aise. Il voulait savoir pourquoi. Il voulait des preuves. Il ne se contentait pas d'accepter une idée simplement parce qu'on la lui avait imposée, mais les années jésuites lui donnèrent plus que des armes intellectuelles. Elles lui donnèrent des relations. Parmi ses camarades se trouvaient des garçons qui deviendraient certains des hommes les plus puissants de France, magistrats, diplomates et même membres des grandes familles nobles entourant le roi. Ces amitiés formées dans l'intimité de l'école s'avéreraient inestimables dans les décennies périlleuses à venir. Un mot du bon camarade de classe pourrait faire la différence entre la prison et la liberté, entre l'exil et le retour. Il y avait le jeune René-Louis de Voyer, futur marquis d'Argenson et ministre de Louis XV. Il y avait le duc de Richelieu, petit-neveu du célèbre cardinal, qui deviendrait maréchal de France et l'un des aristocrates les plus puissants de sa génération. Ce n'était pas le genre d'amis qu'un fils de notaire se faisait normalement, mais dans l'atmosphère de serre du collège, le talent pouvait transcender la classe sociale, du moins pour un temps. François-Marie apprit autre chose durant ces années, quelque chose qui mettrait des décennies à se révéler pleinement. Il apprit que les jésuites, malgré tout leur brio, leur piété sincère et leur dévotion, étaient aussi des créatures politiques. Ils manœuvraient pour obtenir de l'influence à la cour. Ils étouffaient les idées qu'ils jugeaient menaçantes. Ils utilisaient leur contrôle sur l'éducation pour façonner l'esprit de la classe dirigeante. La Compagnie de Jésus n'était pas seulement un ordre religieux, c'était un pouvoir à part entière, avec des intérêts à protéger et des ennemis à détruire. Le jeune étudiant absorba cette leçon, même s'il ne pouvait pas encore la formuler. Le pouvoir portait plusieurs visages. Les hommes en robe noire qui lui enseignaient la rhétorique et le latin, qui louaient ses vers et encourageaient ses études, étaient aussi les serviteurs d'une institution qui brûlait des livres et faisait taire les dissidents. On pouvait les admirer tout en craignant ce qu'ils représentaient. On pouvait apprendre d'eux tout en rejetant ce qu'ils enseignaient. Ces contradictions allaient traverser toute la relation de Voltaire avec l'Église, un mélange de respect pour les croyants individuels et d'hostilité implacable envers la religion institutionnelle. 7 années passèrent au collège. L'enfant devint un jeune homme. Il obtint son diplôme vers 1711, bien préparé pour une carrière respectable dans le droit ou l'administration, armé d'une éducation classique, de relations précieuses et d'une réputation d'intelligence hors du commun. Son père était satisfait. Les jésuites étaient contents de leur élève. Tout laissait présager une vie sensée et couronnée de succès. Ses professeurs avaient noté son brio. Ils avaient aussi remarqué cet esprit qui ne pouvait résister au plaisir dangereux de dire ce qui ne devrait pas être dit. C'était un plaisir qui allait bientôt lui coûter tout ce qu'il possédait. Le notaire François Arouet avait un plan pour son plus jeune fils. Après lui avoir offert la meilleure éducation possible en France, il attendait un retour sur investissement. Le jeune homme étudierait le droit. Il entrerait dans la profession juridique, s'élevant peut-être jusqu'au rang de magistrat ou d'officier royal. Il se marierait sagement, assurerait sa descendance et ferait honneur au nom de famille. C'était un plan parfaitement raisonnable. C'était aussi un plan condamné d'avance. François-Marie Arouet n'avait aucune intention de passer sa vie à rédiger des contrats et à plaider des litiges de propriété. Le droit l'ennuyait jusqu'au plus profond de son âme. Il avait goûté à l'ivresse des mots pendant ses années d'école. Les applaudissements pour ses vers latins, les rires provoqués par ses bons mots,
le frisson de tenir un public captif. Il voulait être écrivain. Plus précisément, il voulait être poète et dramaturge. Les professions littéraires les plus prestigieuses de France. Il voulait la gloire. Son père était horrifié. Pour l'aîné des Arouets, les écrivains étaient des créatures peu recommandables, financièrement instables, moralement suspectes, et toujours à un scandale de la ruine. Le théâtre français de l'époque était brillant mais dangereux. Les dramaturges fréquentèrent des acteurs officiellement excommuniés par l'Église. Ils écrivirent pour un public où se côtoyaient six courtisanes et vauriens, aux côtés des nobles et des citoyens respectables. Le fils d'un notaire n'avait rien à faire dans une telle carrière. Le conflit entre le père et le fils atteignit un point de rupture. François-Marie avait commencé à fréquenter les salons littéraires de Paris, ces réunions privées élégantes où aristocrates, esprits fins et intellectuels se retrouvaient pour discuter d'idées, réciter de la poésie et échanger les ragots et les scandales qui lubrifiaient la haute société française. Ces salons étaient des lieux grisants pour un jeune homme talentueux mais de naissance modeste. Ici, une phrase bien tournée pouvait susciter plus d'admiration qu'un titre de noblesse. Ici, les règles habituelles de classe pouvaient être suspendues, du moins entre les murs du salon. Le jeune homme se lia à une bande de libertins, non pas au sens sexuel moderne du terme, bien que cela ne manquât pas, mais au sens philosophique de libres penseurs, remettant en question la religion et la morale conventionnelle. Le plus célèbre d'entre eux était l'abbé de Châteauneuf, un prêtre-poète âgé qui vivait dans une magnifique hypocrisie, célébrant le plaisir dans ses vers tout en tirant ses revenus de l'Église. Au Temple, un quartier de Paris où les libertins se rassemblaient, François-Marie découvrit un monde d'esprit, d'irréligion et de décadence aristocratique qui était tout l'opposé de la maison paternelle. Son père tenta des mesures de plus en plus désespérées. Il utilisa ses relations juridiques pour faire éloigner François-Marie de Paris. D'abord à Caen, en province, où un ami de la famille était censé l'empêcher de s'attirer des ennuis, puis en Hollande, comme secrétaire de l'ambassadeur de France. Cette mission néerlandaise se termina en scandale lorsque le jeune homme tomba passionnément amoureux d'une réfugiée protestante française nommée Catherine Olympe Dunoyer. L'affaire menaçait de se conclure par un mariage inapproprié. L'ambassadeur envoya son secrétaire turbulent chez lui, en disgrâce. Rien n'y fit. François-Marie avait goûté à la liberté et ne pouvait être contraint de retourner dans la cage que son père lui avait préparée. Il revint à Paris, plus déterminé que jamais à poursuivre une carrière littéraire. Au diable les objections de son père. C'est durant ces années que le jeune homme semble s'être fixé sur l'histoire de son illégitimité. Qu'il ait vraiment cru que le poète Rochebrune était son père ou qu'il ait trouvé l'histoire utile, sa fonction psychologique est claire. S'il n'était pas vraiment le fils du notaire Arouet, alors il ne lui devait rien. Sa rébellion n'était pas de l'ingratitude, mais l'affirmation de sa vraie nature. Le monde ennuyeux et respectable des contrats et du droit n'était tout simplement pas son héritage. Il était fait pour autre chose. C'était peut-être une fiction commode, mais les fictions commodes ont leur utilité. Elles nous donnent la permission de devenir qui nous devons être. Et François-Marie avait besoin de permission, ne serait-ce que de lui-même, pour jeter tout ce pourquoi son père avait travaillé et tout risqué sur la carrière incertaine d'écrivain. Au début de la vingtaine, il commençait à se faire connaître à Paris. Pas encore célèbre, mais remarqué. Ses vers circulèrent dans les salons. Son esprit était cité. Il écrivait de la poésie légère et de la satire sociale, le genre d'œuvres habiles qui divertissent sans tout à fait menacer. Il devenait en somme une petite célébrité littéraire. Et puis, il alla trop loin. En 1715, Louis XIV, le roi Soleil, mourut après avoir régné sur la France pendant 72 ans. Le nouveau roi, Louis XV, était un enfant de 5 ans. Le pouvoir réel revint au régent, Philippe d'Orléans, qui gouvernerait la France jusqu'à la majorité du garçon. Le régent était une figure complexe, intelligent,
cultivé, sincèrement intéressé par les réformes, mais aussi dissolu, avec une réputation pour tous les genres de vices. Il constituait une cible irrésistible pour les satiristes. Des vers commencèrent à circuler dans Paris, accusant le régent d'inceste avec sa propre fille. Les poèmes étaient anonymes, mais ils étaient d'une intelligence diabolique. Les autorités voulaient en mot savoir qui en était responsable, et François-Marie, déjà connu pour sa langue acérée et sa volonté de dire tout haut ce que les autres murmuraient, était un suspect évident. Dans les cafés et les salons de Paris, ces vers étaient répétés avec délice. Dans les couloirs du pouvoir, ils étaient répétés avec une fureur croissante. Le régent Philippe d'Orléans n'était pas un homme connu pour tolérer les insultes, et François-Marie Arouet, pas encore âgé de 23 ans, était sur le point de découvrir ce qui arrivait quand l'esprit dépassait la sagesse. En mai 1717, la police vint chercher François-Marie Arouet. Il fut arrêté non pour quelque chose qu'on pouvait prouver qu'il avait écrit, mais par simple soupçon, le soupçon qu'un jeune homme aussi spirituel devait être l'auteur des vers attaquant le régent. Dans la France de l'Ancien Régime, le soupçon suffisait amplement. Il n'y eut ni procès, ni accusation formelle, ni possibilité de faire face à ses accusateurs. Une lettre de cachet, un ordre royal scellé, suffisait à enfermer un homme aussi longtemps que les autorités le souhaitaient. La destination était la Bastille de l'imaginaire populaire, la sinistre forteresse médiévale de la Révolution française, symbole de la tyrannie royale, n'était pas tout à fait la réalité. La grande prison de l'Est de Paris était certes imposante, avec ses 8 tours massives dominant les rues environnantes, mais pour les prisonniers de statut, elle tenait plus de la résidence forcée que du cachot. Les cellules étaient raisonnablement meublées. Les prisonniers pouvaient recevoir des visiteurs, commander de la nourriture de l'extérieur et même se faire servir par leurs domestiques. Le jeune Arouet ne fut pas jeté dans une oubliette, il fut simplement coupé du monde, sans savoir quand ou si il serait libéré. Pendant 11 mois, il demeura dans cet étrange purgatoire, ni torturé ni affamé, mais privé de sa liberté, de sa réputation et de toute certitude sur son avenir. Il avait 22 ans. Il n'avait encore publié aucune œuvre significative. Il avait gaspillé toutes les opportunités que son père lui avait offertes, s'était aliéné sa famille et s'était fait une cible de l'État. Selon toute logique, sa vie était ruinée avant même d'avoir vraiment commencé. Et pourtant, quelque chose de remarquable se produisit à la Bastille. Au lieu de le briser, l'emprisonnement le forgea. Il avait du temps maintenant, un temps infini pour lire, réfléchir, écrire. Il travailla sur une tragédie sur Oedipe, le roi grec qui tua son père et épousa sa mère, une histoire qui lui offrait amplement l'occasion de commenter de manière voilée les souverains et l'abus de pouvoir. Il planifia d'autres œuvres, il écrivit des lettres, il réfléchit à sa situation et à la nature du monde qu'il avait mis là. L'injustice fondamentale de son emprisonnement cristallisa quelque chose dans son esprit. Il n'avait rien fait, du moins rien qui puisse être prouvé. Il avait simplement été soupçonné, et cela avait suffi pour lui voler une année de sa vie. Les grands nobles et les fonctionnaires royaux qui signaient des ordres comme celui qui l'avait emprisonné ne couraient aucun danger de ce genre. Ils étaient protégés par leur naissance, leurs relations, leur richesse. Un homme comme François-Marie Arouet, malgré tout son esprit et son éducation, n'était rien pour eux. On pouvait l'écraser comme une mouche. C'était le cœur battant de l'Ancien Régime, un système où la naissance signifiait tout et le talent rien, où la loi protégeait les puissants et écrasait les faibles, où un homme pouvait être enfermé sur un caprice et libéré sur un caprice, sans recours ni appel possible. François-Marie entra à la Bastille comme un jeune homme spirituel qui voulait être célèbre. Il en sortit différent. Un homme qui comprenait dans ses os ce que signifiait le pouvoir arbitraire et qui passerait le reste de sa vie à le combattre. Il en ressortit aussi avec quelque chose de pratique, un manuscrit achevé de sa tragédie et un nouveau nom. Les origines du nom Voltaire demeurent mystérieuses, et peut-être délibérément.
Il l'adopta immédiatement après sa libération en avril 1718 et l'utilisa pour le reste de sa vie, signant ses lettres, ses livres et ses pièces de ce seul mot. Certains érudits pensent qu'il s'agit d'un anagramme d'Arwet LJ, Arwet le jeune, rendu dans l'alphabet latin où J et I sont interchangeables, tout comme U et V. D'autres suggèrent qu'il dérive d'une propriété familiale ou d'une reformulation ludique d'une autre phrase. Quelle que soit son origine, sa signification est claire. François-Marie Arouet était le fils décevant du notaire, le jeune fou qui s'était fait jeter en prison pour des vers satiriques. Voltaire était quelqu'un de nouveau, un personnage, une création, un masque que l'homme derrière porterait pendant les 60 années suivantes. Ce nom n'avait pas d'embarrassante connexion familiale, pas d'humbles associations bourgeoises. Il était tranchant, distinctif, mémorable. C'était le nom d'un homme qui s'était fait lui-même. La Bastille avait pris 11 mois de sa vie, mais elle lui avait donné quelque chose en retour, la clarté. Il savait désormais exactement dans quel type de monde il vivait. Il savait ce que les puissants pouvaient faire aux impuissants, et il savait avec une certitude qui ne le quitterait jamais que ses armes seraient les mots. Il était entré à la Bastille comme un jeune homme spirituel avec un don pour se faire des ennemis. Il en ressortit comme quelque chose d'entièrement différent, un personnage, une arme, un nom qui résonnerait pendant des siècles. Mais le premier grand triomphe de Voltaire n'était plus qu'à quelques mois, et avec lui viendrait une nouvelle forme de célébrité, encore plus dangereuse. En novembre 1718, seulement 7 mois après que Voltaire fut sorti de la Bastille, une nouvelle tragédie fut créée à la Comédie-Française. La pièce s'intitulait « Oedipe », et son auteur était l'ancien prisonnier de 24 ans, qui en avait écrit une grande partie dans sa cellule. Paris était sur le point de découvrir qu'une étoile était née. La Comédie-Française était le théâtre le plus prestigieux de France, sans doute de toute l'Europe. C'était la scène où Molière avait triomphé, où Racine et Corneille s'étaient redéfait un nom, où les plus grands acteurs de l'époque se produisaient devant un public comprenant la plus haute noblesse du royaume. Un succès ici signifiait tout. Un échec pouvait mettre fin à une carrière avant même qu'elle ne commence. L'Oedipe de Voltaire fut une sensation. La pièce reprenait la tragédie grecque antique du roi de Thèbes, qui, en accomplissant une prophétie qu'il cherchait à éviter, tua son propre père et épousa sa propre mère. Mais la version de Voltaire n'était pas simplement un exercice classique. Elle était incisive, moderne et ciblée. Les dialogues crépitaient d'esprit. Les attaques contre les prêtres et les oracles, soigneusement voilés mais impossibles à manquer, ravissaient un public qui appréciait de voir des vaches sacrées massacrées en vers. Le régent lui-même, l'homme qui avait emprisonné Voltaire, assista à une représentation et fut vu applaudissant. La pièce tint l'affiche 45 représentations consécutives, un succès extraordinaire. Voltaire, sans le sou quelques mois auparavant, reçut une part substantielle des recettes. Plus important encore, il reçut quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la gloire. Le nom de Voltaire était soudain sur toutes les lèvres. Il était loué dans les salons, courtisé par les hôtesses désireuses de l'exhiber lors de leurs réunions, célébré comme le jeune talent le plus brillant des lettres françaises. C'était enivrant. Après des années de lutte, après l'humiliation de son emprisonnement et le mépris de son père, Voltaire avait fait ses preuves. Il n'était pas qu'un bel esprit qui amusait lors des dîners. Il était un artiste capable d'émouvoir aux larmes et de susciter les louanges des critiques. Il était quelqu'un. Le monde théâtral de Paris au début du XVIIIe siècle était un univers en soi. La Comédie-Française détenait le monopole royal sur le théâtre sérieux français, et ses acteurs vedettes étaient des célébrités dont les aventures amoureuses et les rivalités étaient avidement suivies par le public. Un dramaturge à succès évoluait dans cette orbite scintillante, dînant avec des actrices et des aristocrates. Invité partout, ses opinions recherchées sur tous les sujets. Voltaire embrassa cette vie avec enthousiasme.
Il adorait l'attention. Il adorait les applaudissements. Il adorait voir ses mots prendre vie sur scène et observer les réactions du public à son intelligence. D'autres pièces suivirent, Artémire, Mariamne, d'autres aujourd'hui largement oubliées. Toutes ne furent pas des succès, mais suffisamment le furent. Au cours des années 1720, Voltaire s'établit comme le dramaturge de premier plan de sa génération, l'héritier de la grande tradition classique du théâtre français. Ses revenus du théâtre, combinés à des investissements financiers astucieux, le rendirent riche. Sa réputation le rendit recherché. Le fils du notaire était arrivé, mais le succès apportait ses propres dangers. Plus Voltaire s'élevait, plus il devenait visible, et plus il était visible, plus il devenait vulnérable. Il évoluait désormais dans les cercles les plus élevés de la société française, dînant avec des ducs et des princes, correspondant avec les grands et les puissants. Il était charmant, il était brillant, il était aussi, fatalement, toujours un roturier. L'aristocratie française de cette époque était un monde de politesse exquise et de cruauté sauvage. Un noble pouvait être ravi par l'esprit d'un écrivain talentueux lors d'un dîner, l'inviter à des rassemblements exclusifs, le traiter presque comme un égal, presque. Mais sous la soie et la poudre, la hiérarchie fondamentale demeurait absolue. Un roturier, aussi talentueux soit-il, existait pour divertir ses supérieurs. S'il l'oubliait, on le lui rappellerait. Il y avait un noble nommé le chevalier de Rohan-Chabot. Il venait d'une des familles les plus anciennes et les plus distinguées de France. Il n'était pas particulièrement talentueux, pas particulièrement accompli, mais son sang était ancien, et c'était ce qui comptait. Lors d'une réunion, les récits varièrent dans les détails, Rohan et Voltaire échangèrent des mots. Peut-être Rohan fit-il une remarque condescendante sur le nom du dramaturge. Peut-être Voltaire répondit-il trop vivement. Les mots exacts sont perdus, mais l'essentiel est clair. L'esprit de Voltaire blessa Rohan, et Rohan n'appréciait pas d'être blessé par un roturier. Dans les salons, l'échange fut répété avec délectation. La réplique de Voltaire était jugée la plus habile. Il avait gagné la joute comme il gagnait habituellement de telles joutes. Mais le chevalier de Rohan n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite, surtout face à quelqu'un qu'il considérait comme son inférieur, et il disposait de ressources qu'un roturier ne pouvait égaler. Voltaire ne le savait pas encore, mais un piège se préparait. La plus grande humiliation de sa vie n'était plus qu'à quelques jours. Il dînait avec des ducs, il était loué par des princesses. Il était, par toute mesure, un succès au-delà des pires craintes ou des plus grands espoirs de son père. Mais Voltaire avait oublié quelque chose. Dans le monde de l'aristocratie, un roturier intelligent était un amuseur, pas un égal. Il ne lui faudrait qu'un moment d'inattention pour qu'on le lui rappelle brutalement et publiquement, d'une manière qui le changerait à jamais. Nous étions au début de l'année 1726. La date exacte reste incertaine, mais l'événement, lui, est gravé dans l'histoire. Voltaire dînait ce soir-là chez le duc de Sully, l'un des plus grands aristocrates de France, et un homme que le dramaturge considérait comme un ami. La soirée était agréable, la compagnie distinguée. Voltaire était dans son élément, brillant, charmeur, cet esprit célébré qui rendait les grands dîners encore plus mémorables. Un domestique entra et l'informa que quelqu'un le demandait à l'extérieur. Voltaire s'excusa et sortit dans la rue. Là l'attendaient à Anne plusieurs hommes, des laquais, des serviteurs, des hommes de main. Avant même qu'il ait pu réagir, ils se jetèrent sur lui à coups de canne et de gourdin. Ils le frappèrent méthodiquement, avec un professionnalisme froid, tandis qu'il tentait de protéger sa tête et son visage. Et, depuis une voiture arrêtée non loin de là, donnant des instructions pour que la besogne soit correctement exécutée, se trouvait le chevalier de Rohan-Chabot. Le passage à tabac n'avait pas pour but de le tuer. Il devait l'humilier. Rappeler à un roturier sa place. Démontrer que l'esprit et les mots brillants ne faisaient pas le poids face au sang noble et à la violence qu'il pouvait commander. Lorsque les laquais eurent terminé, ils se retirèrent. La voiture de Rohan s'éloigna. Voltaire resta là, ensanglanté et couvert de contusions, au milieu de la rue.
Ce qui suivit fut, à certains égards, pire encore que la violence elle-même. Voltaire tituba jusqu'à l'intérieur de la demeure du duc de Sully. Il saignait. Il venait d'être publiquement agressé sur le seuil même d'une maison aristocratique. Ses amis nobles allaient forcément s'indigner. Ils allaient exiger justice. Ils allaient se ranger de son côté. Ils ne firent rien. Le duc et ses invités exprimèrent une polie compassion. Ils l'aidèrent à nettoyer ses blessures. Mais l'indignation, les appels à la justice, rien de tout cela ne vint. L'atmosphère de la pièce avait changé, subtilement mais sans équivoque. Voltaire prit soudain conscience de ce qu'il s'était autorisé à oublier. Il n'était pas des leurs, il n'était qu'un dramaturge bourgeois, un amuseur, un esprit brillant que l'on tolérait comme un animal de compagnie élégant. Le chevalier de Rohan, lui, était un noble de très ancienne lignée. Dans tout conflit entre eux, la noblesse ferait bloc. Voltaire était seul. Le silence de ses amis aristocrates fut une blessure plus profonde encore que les coups de bâton. Pendant des années, il avait dîné à leur table, ébloui leurs invités, été accueilli dans leur monde. Il s'était laissé croire que le talent pouvait transcender la naissance, que son génie faisait de lui leur égal. Il comprenait à présent la vérité. Il était toléré, parfois même apprécié, mais il n'était pas et ne serait jamais l'un des leurs. Quand cela comptait vraiment, il n'inspirait pas le petit doigt pour le défendre. Dans les jours qui suivirent, Voltaire fit quelque chose qui stupéfia tous ceux qu'il connaissait. Il ne se retira ni dans la honte, ni dans l'exil discret pour laisser retomber le scandale. Il exigea réparation. Il provoqua le chevalier de Rohan en duel. Le duel était le remède des gentilshommes pour laver un affront d'honneur. Si Rohan avait insulté Voltaire, et si Voltaire avait le courage de réclamer réparation, ils devaient se rencontrer, l'épée à la main, en homme d'honneur, et l'affaire serait tranchée d'une manière ou d'une autre. Pour un noble, la réponse était parfaitement légitime. Pour un roturier défiant un Rohan, c'était une présomption intolérable. Voltaire se lança avec fureur dans les préparatifs. Il prit des leçons d'escrime. Il fit savoir dans tout Paris qu'il entendait obtenir satisfaction, d'une manière ou d'une autre. La famille de Rohan fut horrifiée, non par ce qu'avaient fait leurs parents, mais par l'éventualité qu'ils puissent être contraints d'en subir les conséquences. Un duel avec un roturier était indigne de son rang. Pire encore, il existait une véritable possibilité que le roturier l'emporte. Voltaire avait 31 ans, il était en forme. Sa colère le rendait dangereux. La famille de Rohan usa de son influence à la cour, et elle en avait beaucoup. Ainsi, le gouvernement français intervint, non pas contre l'homme qui avait ordonné l'agression, ni contre les hommes de main qui l'avaient exécuté, mais contre Voltaire. En avril 1726, une lettre de cachet fut émise pour son arrestation. Une fois de plus, il fut envoyé à la Bastille. Son crime, cette fois, était d'avoir réclamé justice. Il avait humilié une famille noble en refusant de subir son passage à tabac en silence. Il avait menacé de riposter. Cela ne pouvait être toléré. Sa seconde incarcération fut brève, environ 2 semaines, mais les conditions de sa libération furent claires. Il devait quitter la France immédiatement, partir pour l'Angleterre, et y rester jusqu'à nouvel ordre. S'il refusait, la Bastille l'attendrait de nouveau. Voltaire accepta. Il n'avait pas le choix. Mais quelque chose s'était cristallisé en lui pendant ces semaines, quelque chose qui ne s'adoucirait jamais. Il voyait désormais avec une clarté absolue ce qu'était réellement l'Ancien Régime, un système où l'on pouvait être battu dans la rue pour avoir été trop brillant, où ses amis vous abandonnaient parce que vous étiez né roturier, où l'État vous emprisonnait pour avoir exigé justice, et où l'homme qui avait ordonné l'agression ne subissait, lui, aucune conséquence. Ce n'était pas une anomalie. C'était ainsi que le système fonctionnait. Beaucoup d'hommes auraient été brisés par une telle suite d'événements. Voltaire, lui, en fut forgé. L'esprit brillant et mondain qui ne rêvait que de gloire et d'applaudissements
était en train de devenir autre chose, plus dur, plus amer, plus dangereux. Il voulait toujours la célébrité, mais désormais, il voulait autre chose encore. Il voulait brûler le monde qui lui avait fait cela. En mai 1726, Voltaire traversa la Manche et arriva dans un pays qu'il décrirait plus tard comme la patrie de la pensée. Il passerait près de 3 ans en Angleterre et cette expérience le transformerait complètement. Au début, il n'était qu'un réfugié. Il ne connaissait presque pas l'anglais. Il avait peu de contacts. Le Londres qu'il découvrit était une ville vaste, crasseuse et magnifique, capitale d'un empire grandissant et centre d'une révolution intellectuelle qui allait remodeler le monde moderne. Comparé à l'élégante tyrannie de la France, l'Angleterre semblait chaotique, vulgaire et étonnamment libre. Voltaire se lança dans l'apprentissage de la langue. En quelques mois, il lisait la littérature anglaise, assistait aux pièces anglaises et conversait avec des intellectuels anglais dans leur propre langue. Il avait toujours été un élève rapide, mais sa maîtrise de l'anglais fut remarquable, même selon ses propres standards. Peu de temps après, il écrivait des lettres et même des essais dans sa langue d'adoption. Ce qu'il découvrit en Angleterre, c'était une manière différente d'organiser la société, et cela le stupéfia. En France, le roi était absolu. Sa parole faisait loi. Il ne répondait devant personne sauf Dieu, et les représentants de Dieu sur terre, les évêques et les prêtres de l'Église catholique, étaient ses partenaires au pouvoir. La noblesse détenait ses privilèges par faveur royale. Le peuple commun n'avait ni voix, ni droit, ni protection contre l'exercice arbitraire du pouvoir. C'était le monde que Voltaire avait connu toute sa vie, le monde qu'il avait fait battre dans la rue et emprisonner pour avoir réclamé justice. L'Angleterre était différente. Les Anglais avaient tranché la tête d'un roi et envoyé un autre en exil. Ils avaient mené une guerre civile sur les limites du pouvoir royal, et ils l'avaient gagnée. Leur monarque actuel, Georges Ier, n'était pas un souverain absolu, mais constitutionnel, lié par des lois qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer. Le Parlement, une assemblée de lords et de roturiers élus, détenait un pouvoir réel. Les impôts ne pouvaient être levés sans son consentement. Les lois ne pouvaient être faites sans son approbation. Le roi régnait, mais il ne gouvernait pas seul. Plus étonnante encore était la liberté relative de la vie publique anglaise. La presse, bien que pas entièrement libre, était beaucoup moins censurée qu'en France. Le débat politique était ouvert et vigoureux. Les hommes critiquaient le gouvernement dans des pamphlets et des journaux sans être traînés en prison. La dissidence religieuse, bien que non totalement tolérée, était permise d'une manière qui aurait été impensable dans la France catholique. Les sectes protestantes de toutes sortes prospéraient, et même les Quakers qui refusaient d'ôter leur chapeau devant qui que ce soit, y compris le roi, étaient autorisés à pratiquer leur foi en paix. Voltaire rechercha les Quakers et fut fasciné par eux. Ces gens vêtus simplement, au langage direct, rejetaient toutes les hiérarchies élaborées du christianisme traditionnel. Ils n'avaient ni prêtre, ni sacrement, ni bâtiment religieux. Ils croyaient que chaque personne avait un accès direct au divin sans besoin d'intermédiaire. Ils refusaient le service militaire. Ils s'adressaient à tous, du mendiant au roi, avec le familier « tu ». Pour un homme à qui l'on avait enseigné que l'Église catholique était la seule porte du salut et que la hiérarchie sociale était ordonnée par Dieu, les Quakers furent une révélation. Il rencontra d'autres intellectuels anglais et absorba leurs idées. Il étudia la philosophie de John Locke, qui soutenait que tout gouvernement légitime reposait sur le consentement des gouvernés et que chaque personne possédait des droits naturels qu'aucun souverain ne pouvait violer. Il rendit visite au vieil Isaac Newton peu avant la mort du grand scientifique et assista aux funérailles de Newton à l'abbaye de Westminster, une occasion d'État d'une pompe immense, honorant un homme né fils de fermier. En France, un tel homme n'aurait jamais reçu de tels honneurs. En Angleterre, le génie était célébré indépendamment de la naissance. Le contraste avec la France était écrasant.
Voltaire commença à voir sa patrie avec des yeux neufs, non comme l'ordre naturel des choses, mais comme un système parmi d'autres, et pas le meilleur. Si l'Angleterre pouvait avoir une monarchie constitutionnelle, une presse relativement libre, la tolérance religieuse et une société qui honorait les accomplissements plutôt que le seul sang, alors rien ne rendait l'absolutisme français inévitable. La manière dont les choses étaient n'était pas la manière dont elles devaient être. Il commença à prendre des notes. Il écrirait un livre sur ce qu'il avait vu, un livre qui expliquerait à ses compatriotes qu'un autre monde était possible. Ce serait la chose la plus dangereuse qu'il ait jamais écrite. Durant ses années anglaises, Voltaire fit aussi fortune. Il avait tiré les leçons de ses difficultés financières antérieures et n'avait aucune intention de rester dépendant du patronage des puissants. Par une combinaison d'investissements judicieux, de spéculations heureuses et de gestion prudente, il accumula une fortune. Quand il rentrerait finalement en France, il serait riche, assez riche pour ne plus jamais avoir besoin de protecteur, assez riche pour exprimer ses opinions sans craindre de perdre ses revenus. L'affaire Rohan lui avait montré l'impuissance d'un roturier intelligent dans un monde gouverné par le sang noble. L'Angleterre lui avait montré une alternative, et sa nouvelle richesse lui donnerait l'indépendance nécessaire pour se battre pour cette alternative sans risquer la famine. Pendant près de 3 ans, il absorba tout, la science, la philosophie, le théâtre, l'étrange et merveilleuse liberté de la vie anglaise. Il devenait non plus seulement un bel esprit, mais un penseur, et il écrivait un livre qui expliquerait à la France ce qu'il avait appris. Il s'intitulerait « Lettres philosophiques sur les Anglais », ou, comme on le connaîtrait après sa publication scandaleuse, la première bombe lancée sur l'Ancien Régime. Voltaire rentra en France vers 1729, la tête pleine d'idées anglaises et les poches pleines de profits anglais. Il était parti près de 3 ans, et durant ce temps, le scandale de l'affaire Rohan s'était estompé. Il fut autorisé à revenir à Paris, bien qu'il demeurât sous l'œil vigilant des autorités. Le célèbre bel esprit était de retour, plus âgé maintenant, plus prudent en apparence, mais brûlant d'intentions nouvelles. Il reprit sa carrière théâtrale, écrivant de nouvelles pièces et les voyant mises en scène à la Comédie Française. Les applaudissements le grisaient toujours, mais il travaillait aussi à autre chose, quelque chose qui compterait bien plus que n'importe quelle tragédie ou comédie. Il écrivait son récit sur l'Angleterre. Le livre prit forme lentement au fil de plusieurs années. Voltaire savait qu'il maniait une matière explosive. Il ne se contentait pas de décrire les coutumes anglaises pour des lecteurs français curieux. Il tendait un miroir à la France et montrait tout ce qui n'allait pas chez elle. Chaque éloge de la liberté anglaise était une condamnation implicite de la tyrannie française. Chaque admiration pour la tolérance anglaise était un reproche à la persécution française. Chaque célébration de Newton et de Locke était un défi à l'autorité des prêtres et des censeurs français. Il l'intitula « Lettres philosophiques » ou parfois « Lettres sur les Anglais ». Ce n'était pas un traité systématique, mais une série de courts essais brillants, chacun examinant un aspect différent de la vie anglaise. Les Quakers, l'Église d'Angleterre, le gouvernement, les sciences, la philosophie, le théâtre. La prose était élégante et spirituelle, accessible à tout lecteur cultivé, et enfouie sous le charme se cachait une critique dévastatrice de tout ce que la France tenait pour sacré. Le livre fut publié en 1734, d'abord en édition anglaise, puis en français. Voltaire tenta de gérer la publication avec soin, conscient des dangers. Il échoua. La réaction en France fut immédiate et violente. Les autorités virent aussitôt ce que Voltaire avait fait. Ce n'était pas un innocent récit de voyage. C'était une attaque contre l'Église, la monarchie et tout l'ordre social. Le livre fut condamné par le Parlement de Paris. Il fut ordonné qu'il soit brûlé publiquement par le bourreau, un sort réservé aux œuvres les plus dangereuses et hérétiques. Un mandat d'arrêt fut délivré contre Voltaire. Il fut prévenu juste à temps. Alors que la police venait pour lui, Voltaire s'enfuit de Paris.
Il fila vers l'est dans son carrosse, mettant autant de distance que possible entre lui et la capitale. Sa destination était un château à moitié en ruine appelé Cirey, situé près de la frontière de la Lorraine. Techniquement encore en France, mais suffisamment reculé pour que les autorités hésitent peut-être à le poursuivre. Plus important encore, Cirey appartenait à quelqu'un prêt à l'héberger, une noble mariée nommée Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, la marquise du Châtelet. Voltaire connaissait Émilie depuis quelque temps. Ils s'étaient rencontrés dans les salons parisiens des années auparavant, lorsqu'elle était une jeune femme mariée aux intérêts intellectuels que son mari ne pouvait ni satisfaire ni comprendre. En 1734, leur amitié s'était approfondie en quelque chose de plus. Elle lui offrait non seulement un refuge, mais un partenariat. Alors que son carrosse traversait la campagne française en direction de Cirey, Voltaire ne pouvait savoir exactement ce qui l'attendait. Il était à nouveau un fugitif, son livre brûlant sur la place publique, sa liberté ne tenant qu'à un fil. Il avait 40 ans, et pour la deuxième fois de sa vie, il fuyait les conséquences de ses maux. Mais cette fuite était différente de son exil en Angleterre. Celui-ci avait été un bannissement, une expulsion. Ceci était un choix. Il courait vers quelque chose, pas seulement loin de quelque chose. La femme qui l'attendait à Cirey allait devenir la personne la plus importante de sa vie. Les 15 années qu'il était sur le point de passer avec elle seraient la période la plus productive, la plus stable et la plus fertile intellectuellement de sa carrière. Elle se terminerait aussi par un chagrin si profond qu'il ne s'en remettrait jamais complètement. Alors que son carrosse filait à travers la campagne française vers l'ombre de Cirey, Voltaire ne savait pas qu'il fuyait vers le chapitre le plus productif, le plus stable et, finalement, le plus déchirant de sa vie. La femme qui l'y attendait serait sa partenaire pendant 15 ans. Elle serait aussi, d'une certaine manière, sa perte. Émilie du Châtelet ne ressemblait à personne de connaissance pour Voltaire. Née Gabrielle Émilie. Le tonnelier de Breteuil en 1706 au sein d'une famille de petite noblesse, ayant ses entrées à la cour, elle manifesta très tôt une intelligence exceptionnelle. Son père, la reconnaissant, lui offrit une éducation inhabituelle pour une femme de son temps. Elle apprit le latin, l'italien et l'anglais. Elle étudia les mathématiques et les sciences. Dès l'adolescence, elle lisait Newton dans le texte original et correspondait avec les plus grands mathématiciens d'Europe. Elle était, tout simplement, l'un des esprits les plus brillants de France. Et il se trouvait qu'elle était une femme dans un siècle qui n'avait aucune place pour les femmes brillantes. À 19 ans, elle avait épousé le marquis du Châtelet, un officier militaire, homme décent, mais totalement incapable d'égaler son intellect. Le mariage était conventionnel pour l'époque, et leur rang. Lui poursuivait sa carrière militaire, elle gérait la maison et mettait au monde des enfants. Et tous deux comprenaient que leurs obligations mutuelles n'excluaient pas d'autres attachements. Quand Émilie tomba amoureuse de Voltaire, son mari accepta la situation avec un pragmatisme qui semble remarquable aujourd'hui, mais qui était assez courant dans l'aristocratie française de l'époque. Le château de Cirey faisait partie des domaines de la famille Châtelet, mais il avait été négligé pendant des années. Quand Voltaire y arriva en 1734, il était à peine habitable, plein de courants d'air, s'effondrant, loin de toute société élégante. Il se jeta dans sa rénovation, dépensant sans compter pour ajouter des ailes, installer des laboratoires et construire un théâtre privé. Le marquis était ravi, sa propriété était améliorée sans qu'il lui en coûte un sou. Émilie était ravie, elle avait enfin un compagnon à la hauteur de son esprit, et Voltaire était ravi. Il avait trouvé un refuge où il pouvait vivre et travailler en paix. Pendant les 15 années suivantes, Cirey devint un monde privé extraordinaire. Émilie et Voltaire créèrent ce qu'ils appelaient leur petite république, un foyer organisé autour du travail intellectuel où les règles normales de la société étaient suspendues. Ils se levaient tard et travaillaient toute la nuit. Ils menaient des expériences scientifiques dans leur laboratoire, étudiaient les mathématiques, écrivaient des traités de physique et de métaphysique. Ils montèrent des productions théâtrales dans leur théâtre privé, Voltaire écrivant les pièces et tous deux jouant les rôles. Ils recevaient des visiteurs de toute l'Europe,
philosophe, scientifique, écrivain, tous impatients de voir le célèbre couple dans leur retraite insolite. Leur relation n'était pas simple. Ils étaient amants, certes, mais ils étaient aussi collaborateurs. Émilie n'était pas la muse de Voltaire, l'inspirant d'une distance gracieuse. Elle était sa partenaire, contestant ses idées, corrigeant ses lacunes scientifiques, le poussant vers plus de rigueur. Lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, ce qui arrivait souvent, ils se disputaient avec la férocité d'ego. La science de Voltaire pouvait être brouillonne. Les mathématiques d'Émilie étaient impeccables. Elles lui étaient, par certains aspects techniques, supérieures, et il le savait. Durant les années de Cirey, Voltaire produisit une quantité de travail prodigieuse. Il écrivit des pièces et des poèmes. Bien sûr, il n'arrêta jamais d'écrire pour le théâtre. Mais il écrivit aussi son premier grand ouvrage historique, une biographie du roi de Suède, Charles XII, qui inaugura de nouvelles méthodes de recherche historique. Il rédigea les éléments de la philosophie de Newton, un ouvrage de vulgarisation qui aida à introduire la physique newtonienne auprès des lecteurs français. Il écrivit des essais philosophiques, des satires et un flux incessant de lettres qui le maintenaient connecté au monde intellectuel, au-delà des murs de Cirey. Le travail personnel d'Émilie était tout aussi impressionnant. Sa traduction des Principia Mathematica de Newton en français, achevée dans les dernières années de sa vie, reste la version française de référence à ce jour. Elle écrivit sur la physique, la métaphysique, la nature du bonheur. Elle mena des expériences, correspondit avec les grands savants de son âge et tint tête dans des débats qui auraient été fermés à toute autre femme de son temps. Ils se querellaient, bien sûr. Leur tempérament était différent. Voltaire était plus émotif, plus enclin à la colère et au désespoir. Émilie était plus froide, plus analytique. Ils prirent d'autres amants, causant parfois jalousie et souffrance. Mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre. Leur partenariat était le point fixe autour duquel tout le reste gravitait. En regardant en arrière, Voltaire appellerait ces années les plus heureuses de sa vie. Il avait trouvé ce qu'il n'avait jamais eu auparavant, un foyer. Pas seulement un toit et des murs, mais un endroit où il était à sa place, où son travail était estimé, où il était aimé par quelqu'un qui le comprenait totalement. Le fugitif qui avait fui Paris juste avant la police avait créé, dans un château à moitié ruiné au milieu de nulle part, son propre petit paradis. Mais le paradis, comme Voltaire l'écrirait un jour, n'est pas fait pour durer. Et le monde, au-delà des murs de Syrie, s'apprêtait à faire irruption avec une offre qu'il ne pourrait refuser, même si l'accepter marquerait le début de la fin de tout. Au milieu des années 1740, le long exil loin de la société parisienne touchait enfin à sa fin. Voltaire avait de puissants amis qui œuvraient en coulisses, et le climat à la cour était en train de changer. En 1745, il fut nommé historiographe du roi, une fonction officielle qui exigeait de lui qu'il chronique le règne du souverain. L'année suivante, il fut enfin admis à l'Académie française, la plus prestigieuse distinction littéraire en France. Les portes qui lui avaient été claquées au visage après les lettres philosophiques s'ouvraient lentement à nouveau. Émilie encouragea cette réhabilitation. Elle était ambitieuse pour eux deux et comprenait que l'influence de Voltaire dépendait de sa position dans le monde. Ils commencèrent à passer plus de temps à la cour, à Versailles et à Fontainebleau, naviguant dans les eaux traîtresses de la faveur royale. Mais la cour était un nid de serpents. Voltaire se faisait facilement des ennemis. Son esprit était trop acéré, sa langue trop prompte, son orgueil trop évident. Il offensait les puissants sans le vouloir, parfois sans même s'en rendre compte avant que le mal ne soit fait. Plus douloureux encore, sa relation avec Émilie évoluait. Ils étaient toujours partenaires, toujours liés par la profonde connexion forgée au fil d'une décennie de travail partagé. Mais l'amour passionné des premières années s'était refroidi en quelque chose qui ressemblait davantage à une amitié dévouée. Émilie, au début de la quarantaine, tomba éperdument amoureuse d'un homme plus jeune, un poète et soldat nommé Jean-François de Saint-Lambert. La liaison était intense, dévorante. Voltaire, bien que blessé,
se trouva incapable de la quitter. Il s'adapta comme il s'adaptait toujours. Ils formèrent tous les trois un triangle inconfortable, Voltaire tenant un rôle entre le vieil ami, la figure paternelle et l'amant éconduit. Puis, au printemps 1749, vint la nouvelle qui allait tout faire basculer. Émilie était enceinte. Le père était Saint-Lambert. Elle avait 42 ans. Au XVIIIe siècle, une grossesse à un tel âge était extrêmement dangereuse. Les risques de l'accouchement se multipliaient avec chaque année qui passait. Émilie connaissait les statistiques. Elle était trop bonne mathématicienne pour les ignorer. Elle était terrifiée. Mais elle était aussi déterminée. Si ces mois devaient être les derniers, elle les utiliserait pour achever l'œuvre qui comptait le plus pour elle, sa traduction des Principia de Newton. Elle travaillait avec un désespoir qui alarmait tous ceux qui l'entouraient. Elle ne dormait que quelques heures par nuit, se levant tôt et travaillant jusqu'à ce que l'épuisement la force à se coucher. Elle se poussait sans relâche dans une course contre le temps. Voltaire regardait, mêlant admiration et effroi. Il savait ce qu'elle faisait. Elle essayait de laisser quelque chose de permanent derrière elle, quelque chose qui lui survivrait. En septembre 1749, Émilie entra en travail au palais de Lunéville, où la petite cour du roi détrôné de Pologne tenait ses festivités. L'accouchement fut étonnamment facile. Le bébé, une fille, était en bonne santé. Pendant quelques jours, il sembla qu'Émilie avait défié les probabilités. Puis, soudainement, elle s'effondra. Les médecins ne purent rien faire. Moins d'une semaine après avoir donné naissance, Émilie du Châtelet était morte. Elle avait 42 ans. Voltaire était fou de chagrin. Des témoins le décrivirent errant dans les couloirs du palais, hébété, pleurant, tombant, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Dans ses mains, il serrait les pages de sa traduction de Newton, le manuscrit achevé encore tiède de l'imprimerie qui avait travaillé jour et nuit pour le terminer avant sa mort. Elle y était parvenue. Elle avait achevé l'œuvre de sa vie, et puis elle était morte. La perte était dévastatrice. Émilie avait été son ancre pendant 15 ans. Elle avait édité son travail, contesté ses idées, géré ses affaires, l'avait aimé malgré ses vanités et ses colères. Sans elle, il était à la dérive. La stabilité de Cirey, le partenariat productif, le sentiment d'avoir un foyer, tout cela avait disparu. Il avait 55 ans, et pour la première fois depuis 15 ans, il était seul. Dans les mois qui suivirent, Voltaire erra. Il retourna brièvement à Paris, mais la ville ne lui semblait plus être un foyer. Les intrigues de cour qui l'avaient autrefois amusé lui paraissaient maintenant vaines. Ses ennemis sentèrent sa faiblesse et tournaient autour de lui. La réhabilitation qui avait semblé si prometteuse quelques années plus tôt paraissait désormais fragile, incertaine. Et puis une lettre arriva de Prusse. Frédéric II, roi de Prusse, écrivait à Voltaire depuis des années. Des lettres flatteuses, pleines de discussions philosophiques, de déclarations d'admiration et d'invitations à visiter sa cour. Frédéric se présentait comme un roi philosophe, un monarque qui valorisait la raison et les lumières, au-dessus des vieilles superstitions. Il essayait d'attirer Voltaire à Berlin depuis plus d'une décennie. Maintenant, avec Émilie morte et la France lui semblant inhospitalière, l'invitation devenait soudain plus attrayante. Frédéric promettait tout. Un salaire, des appartements au Palais Royal, une liberté complète d'écrire ce qu'il souhaitait, et la compagnie d'un roi qui considérait Voltaire comme le plus grand esprit d'Europe. Cela ressemblait au paradis. Après le chagrin de la mort d'Émilie, après les déceptions de la cour de France, l'offre était irrésistible. Ce que Voltaire ne comprenait pas pleinement, c'était que Frédéric, malgré toutes ses prétentions intellectuelles, était avant tout un roi, un monarque absolu qui ne tolérait aucune contestation de son autorité, qui collectionnait les hommes brillants comme d'autres monarques collectionnèrent les tableaux et qui s'en débarrassait tout aussi facilement lorsqu'ils cessèrent de l'amuser. Il se tenait à son chevet tenant la traduction de Newton qu'elle venait d'achever. Les pages étaient encore tièdes de l'imprimerie. Émilie du Châtelet, l'un des esprits les plus brillants d'Europe, avait 42 ans. Voltaire, maintenant âgé de 55 ans, sortit du palais et ne se retourna pas. Il n'avait plus de foyer en France,
plus vraiment. Mais il y avait un roi en Prusse qui lui écrivait depuis des années, promettant l'amitié, la gloire, un lieu où un philosophe serait honoré par-dessus tout. Voltaire était sur le point d'accepter. Ce serait la pire décision de sa vie. Au milieu des années 1740, le long exil loin de la société parisienne touchait enfin à sa fin. Voltaire avait de puissants amis qui œuvraient en coulisses, et le climat à la cour était en train de changer. En 1745, il fut nommé historiographe du roi, une fonction officielle qui exigeait de lui qu'il chronique le règne du souverain. L'année suivante, il fut enfin admis à l'Académie française, la plus prestigieuse distinction littéraire en France. Les portes qui lui avaient été claquées au visage après les lettres philosophiques s'ouvraient lentement à nouveau. Émilie encouragea cette réhabilitation. Elle était ambitieuse pour eux deux et comprenait que l'influence de Voltaire dépendait de sa position dans le monde. Ils commencèrent à passer plus de temps à la cour, à Versailles et à Fontainebleau, naviguant dans les eaux traîtresses de la faveur royale. Mais la cour était un nid de serpents. Voltaire se faisait facilement des ennemis. Son esprit était trop acéré, sa langue trop prompte, son orgueil trop évident. Il offensait les puissants sans le vouloir, parfois sans même s'en rendre compte, avant que le mal ne soit fait. Plus douloureux encore, sa relation avec Émilie évoluait. Ils étaient toujours partenaires, toujours liés par la profonde connexion forgée au fil d'une décennie de travail partagé. Mais l'amour passionné des premières années s'était refroidi en quelque chose qui ressemblait davantage à une amitié dévouée. Émilie, au début de la quarantaine, tomba éperdument amoureuse d'un homme plus jeune, un poète et soldat nommé Jean-François de Saint-Lambert. La liaison était intense, dévorante. Voltaire, bien que blessé, se trouva incapable de la quitter. Il s'adapta, comme il s'adaptait toujours. Ils formèrent tous les trois un triangle inconfortable, Voltaire tenant un rôle entre le vieil ami, la figure paternelle et l'amant éconduit. Puis, au printemps 1749, vint la nouvelle qui allait tout faire basculer. Émilie était enceinte. Le père était Saint-Lambert. Elle avait 42 ans. Au XVIIIe siècle, une grossesse à un tel âge était extrêmement dangereuse. Les risques de l'accouchement se multipliaient avec chaque année qui passait. Émilie connaissait les statistiques. Elle était trop bonne mathématicienne pour les ignorer. Elle était terrifiée, mais elle était aussi déterminée. Si ces mois devaient être les derniers, elle les utiliserait pour achever l'œuvre qui comptait le plus pour elle, sa traduction des Principia de Newton. Elle travaillait avec un désespoir qui alarmait tous ceux qui l'entouraient. Elle ne dormait que quelques heures par nuit, se levant tôt et travaillant, jusqu'à ce que l'épuisement la force à se coucher. Elle se poussait sans relâche dans une course contre le temps. Voltaire regardait, mêlant admiration et effroi. Il savait ce qu'elle faisait. Elle essayait de laisser quelque chose de permanent derrière elle, quelque chose qui lui survivrait. En septembre 1749, Émilie entra en travail au palais de Lunéville, où la petite cour du roi détrôné de Pologne tenait ses festivités. L'accouchement fut étonnamment facile. Le bébé, une fille, était en bonne santé. Pendant quelques jours, il sembla qu'Émilie avait défié les probabilités. Puis, soudainement, elle s'effondra. Les médecins ne purent rien faire. Moins d'une semaine après avoir donné naissance, Émilie du Châtelet était morte. Elle avait 42 ans. Voltaire était fou de chagrin. Des témoins le décrivirent errant dans les couloirs du palais, hébété, pleurant, tombant, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Dans ses mains, il serrait les pages de sa traduction de Newton, le manuscrit achevé encore tiède de l'imprimerie qui avait travaillé jour et nuit pour le terminer avant sa mort. Elle y était parvenue. Elle avait achevé l'œuvre de sa vie. Et puis elle était morte. La perte était dévastatrice. Émilie avait été son encre pendant 15 ans. Elle avait édité son travail, contesté ses idées, géré ses affaires, l'avait aimé malgré ses vanités et ses colères. Sans elle, il était à la dérive. La stabilité de Cirey, le partenariat productif, le sentiment d'avoir un foyer, tout cela avait disparu. Il avait 55 ans.
et pour la première fois depuis 15 ans, il était seul. Dans les mois qui suivirent, Voltaire erra. Il retourna brièvement à Paris, mais la ville ne lui semblait plus être un foyer. Les intrigues de cour qu'il avait autrefois amusées lui paraissaient maintenant vaines. Ses ennemis sentaient sa faiblesse et tournaient autour de lui. La réhabilitation qui avait semblé si prometteuse quelques années plus tôt paraissait désormais fragile, incertaine. Et puis une lettre arriva de Prusse. Frédéric II, roi de Prusse, écrivait à Voltaire depuis des années. Des lettres flatteuses, pleines de discussions philosophiques, de déclarations d'admiration et d'invitations à visiter sa cour. Frédéric se présentait comme un roi philosophe, un monarque qui valorisait la raison et les lumières au-dessus des vieilles superstitions. Il essayait d'attirer Voltaire à Berlin depuis plus d'une décennie. Maintenant, avec Émilie morte et la France lui semblant inhospitalière, l'invitation devenait soudain plus attrayante. Frédéric promettait tout, un salaire, des appartements au palais royal, une liberté complète d'écrire ce qu'il souhaitait et la compagnie d'un roi qui considérait Voltaire comme le plus grand esprit d'Europe. Cela ressemblait au paradis. Après le chagrin de la mort d'Émilie, après les déceptions de la cour de France, l'offre était irrésistible. Ce que Voltaire ne comprenait pas pleinement, c'était que Frédéric, malgré toutes ses prétentions intellectuelles, était avant tout un roi, un monarque absolu qui ne tolérait aucune contestation de son autorité, qui collectionnait les hommes brillants comme d'autres monarques collectionnaient les tableaux, et qui s'en débarrassait tout aussi facilement lorsqu'il cessait de l'amuser. Il se tenait à son chevet, tenant la traduction de Newton qu'elle venait d'achever. Les pages étaient encore tièdes de l'imprimerie. Émilie du Châtelet, l'un des esprits les plus brillants d'Europe, avait 42 ans. Voltaire, maintenant âgé de 55 ans, sortit du palais et ne se retourna pas. Il n'avait plus de foyer en France, plus vraiment. Mais il y avait un roi en Prusse qui lui écrivait depuis des années, promettant l'amitié, la gloire, un lieu où un philosophe serait honoré par-dessus tout. Voltaire était sur le point d'accepter. Ce serait la pire décision de sa vie. La détérioration fut rapide et brutale. Les premiers ennuis sérieux vinrent d'un domaine inattendu, l'argent. Voltaire, malgré tout son génie littéraire, n'avait jamais perdu son flair bourgeois pour les questions financières. Peu après son arrivée en Prusse, il s'impliqua dans une spéculation complexe portant sur des obligations saxonnes. Les détails étaient troubles, mais l'opération était sans doute illégale et certainement peu recommandable. Quand l'affaire éclata en scandale public, Frédéric fut furieux. Son philosophe, en résidence, le faisait passer pour un imbécile. Le roi réprimanda sévèrement Voltaire, le traitant comme un serviteur récalcitrant, plutôt que comme un invité d'honneur. Voltaire fut humilié. Il n'était pas habitué à se faire ainsi tancer par des rois. Louis XV ne l'avait jamais porté dans son cœur, mais Frédéric était censé être différent. Frédéric était censé être son ami. Cette réprimande révéla la vérité sur leur relation. Voltaire n'était pas un égal. Il était un employé soumis au bon plaisir de son maître. Leur relation claudiqua encore un temps, mais la confiance était brisée. Voltaire commença à s'irriter plus ouvertement de la vanité de Frédéric. La poésie du roi, qu'il avait louée avec outrance dans ses lettres, lui semblait désormais insupportable. Lorsque Frédéric lui envoyait de nouveaux vers pour commentaires, les corrections de Voltaire devenaient plus acerbes et ses louanges plus machinales. On l'entendit faire des remarques cinglantes sur les prétentions littéraires du souverain. Dans l'atmosphère confinée de la cour de Prusse, de tels propos ne restèrent pas longtemps secrets. Puis survint l'affaire Maupertuis. Pierre-Louis de Maupertuis était un mathématicien et savant français qui présidait l'Académie des sciences de Berlin. Lui et Voltaire avaient été amis, mais leur relation s'était dégradée. Lorsque Maupertuis se trouva mêlé à une querelle scientifique avec un autre mathématicien, Voltaire y vit une occasion de régler ses vieux comptes. Il écrivit une satire dévastatrice intitulée « La diatribe du docteur Akakia », tournant Maupertuis en dérision avec tout l'esprit dont il était capable. La satire était brillante et cruelle. Elle fit de Maupertuis la risée de tous. Mais il y avait un problème. Maupertuis était l'homme de Frédéric,
le président de son académie, le symbole de son patronage envers les sciences. Moquer Maupertuis, c'était moquer le roi lui-même. Frédéric fut enragé. Il ordonna la saisie et la destruction par le feu de tous les exemplaires de la satire. Il soumit Voltaire à un interrogatoire humiliant. Le pamphlet fut brûlé publiquement sous les fenêtres de Voltaire, une insulte délibérée. Le message était sans équivoque. Voltaire avait dépassé les bornes et le roi ne le tolérerait pas. Voltaire comprit qu'il était temps de partir. Il demanda l'autorisation de s'en aller et, après quelques hésitations, Frédéric la lui accorda. Mais la rupture ne se fit pas sans heurts. En quittant la Prusse au printemps 1753, Voltaire emporta avec lui un volume de poésie privée de Frédéric, des vers que le roi lui avait confiés en secret et dont certains étaient fort peu flatteurs pour les autres monarques européens, voire pour Frédéric lui-même. Que Voltaire ait eu l'intention de les publier, de s'en servir comme d'une assurance, ou qu'il ait simplement oublié de les rendre, reste flou. Frédéric, cependant, ne voulut prendre aucun risque. Lorsque Voltaire atteignit Francfort, une ville hors du territoire prussien, mais contrôlée par des fonctionnaires impériaux sympathisants de Frédéric, il fut arrêté. Ses bagages furent fouillés. Il fut retenu pendant des semaines, subissant des indignités qui le révoltèrent. Sa nièce, qui voyageait avec lui, fut également détenue. L'expérience fut effrayante et humiliante, un rappel brutal que, malgré sa renommée, Voltaire restait vulnérable aux caprices des puissants. Il finit par être libéré. La poésie compromettante fut confisquée, mais l'amitié avec Frédéric était détruite. Les deux hommes reprendraient leur correspondance des années plus tard, échangeant des lettres cordiales en surface, mais ils ne se reverraient jamais. Le rêve du philosophe et du roi unis par la sagesse et l'amitié était terminé. Voltaire avait alors 60 ans. Il avait été expulsé de France, chassé de Prusse, et n'était le bienvenu dans presque aucun des territoires entre les deux. L'écrivain le plus célèbre d'Europe n'avait plus nulle part où vivre. Mais Voltaire, comme toujours, pensait déjà à l'étape suivante. À la frontière de la France et de la Suisse se trouvait un petit domaine appelé Ferney. C'était un lieu obscur et reculé. Et surtout, sa position permettait de s'enfuir de l'autre côté de la frontière dans n'importe quelle direction si les ennuis arrivaient. Il décida de l'acheter. Et là, au milieu de nulle part, il allait bâtir quelque chose d'entièrement nouveau. En 1758, après plusieurs années d'errance et de résidence temporaire près de Genève, Voltaire fit l'acquisition du domaine de Ferney. C'était une propriété modeste, à peine un village, niché dans la campagne vallonnée à quelques kilomètres seulement de la frontière franco-suisse. L'emplacement était idéal pour un homme ayant appris à privilégier les issues de secours. Depuis Ferney, il pouvait s'enfuir à Genève, en Savoie, ou dans une douzaine de juridictions différentes, selon l'autorité qui était la plus mécontente de lui à un moment donné. Il avait 64 ans. Pour les critères de son époque, c'était un vieillard. Sa santé, jamais robuste, déclinait. Il se plaignait constamment de maladies, convaincu que sa mort était imminente. Il en était convaincu depuis 40 ans, et le resterait encore 20 ans de plus. Mais son esprit et son ambition n'avaient rien de fragile. À Ferney, il ne ferait pas que se cacher de ses ennemis. Il bâtirait son propre royaume. La transformation fut remarquable. Voltaire se jeta dans l'amélioration de son domaine, avec la même énergie qu'il mettait dans ses écrits. Il assécha des marais, déboisa des forêts, améliora les routes. Il fit construire de nouvelles maisons pour ses métayers et installa des ateliers pour des artisans qualifiés. Il convainquit des horlogers de Genève, dont beaucoup étaient des réfugiés huguenots fuyant les persécutions religieuses en France, de s'installer sur ces terres pour y exercer leur métier. En quelques années, Ferney possédait une industrie horlogère prospère, produisant des montres vendues dans toute l'Europe. Le village passa d'environ 150 habitants à plus de 1200. D'anciens mendiants devinrent des ouvriers productifs. D'anciens marécages devinrent des fermes fertiles. Voltaire endossa le rôle de despote éclairé,
tranchant les litiges, organisant les secours pour les pauvres, luttant contre les autorités locales au sujet des taxes et des péages. Il s'appelait lui-même l'aubergiste de l'Europe, accueillant un flux constant de visiteurs qui faisaient le pèlerinage pour voir le grand homme dans sa retraite rurale. Et quels visiteurs! Au cours des 2 décennies suivantes, Ferney devint une destination pour les intellectuels, les artistes, les aristocrates et les simples curieux de tout le continent. James Boswell s'y rendit et trouva Voltaire au lit, portant un bonnet de nuit et se plaignant de maladie tout en discourant avec brio sur tous les sujets possibles. Casanova vint aussi. Des savants, des philosophes, des princes et des ambassadeurs firent le voyage. Ils venaient pour lui rendre hommage, pour débattre ou pour s'imprégner d'un peu de la gloire de l'homme de lettres le plus célèbre au monde. Depuis Ferney, Voltaire commandait un empire de correspondants. Il écrivit des milliers de lettres à des monarques et des ministres, à de vieux amis et de nouveaux admirateurs, à des confrères philosophes et à des ennemis jurés. Ces lettres étaient spirituelles, caustiques, flatteuses, venimeuses, profondes et mesquines, parfois tout cela dans le même paragraphe. Grâce à ce vaste réseau, il influençait l'opinion à travers toute l'Europe. Quand Voltaire écrivait, on l'écoutait. Quand il attaquait, les réputations s'effondraient. Quand il louait, les carrières décollaient. Le fiasco prussien lui avait servi de leçon. Il ne dépendrait plus jamais de la faveur des rois. À Ferney, il était son propre maître. Sa fortune, soigneusement gérée et investie au fil des décennies, le rendait indépendant. Sa renommée le rendait puissant. Sa situation géographique le mettait à l'abri. Depuis cette base sécurisée, il pouvait dire ce qu'il voulait, publier ce qui lui plaisait et laisser les autorités s'emporter impuissantes de l'autre côté de la frontière. Mais Voltaire ne se contentait pas d'écrire et de recevoir des visiteurs. L'énergie débordante qui l'animait depuis sa jeunesse exigeait de l'action, un but, une cause digne de sa plume. Il était sur le point d'en trouver une. Loin de là, au sud, dans la ville de Toulouse, un marchand protestant nommé Jean Calas venait d'être exécuté pour un crime qu'il n'avait presque certainement pas commis. Quand Voltaire apprit l'histoire, il la reconnut immédiatement. C'était l'injustice sous sa forme la plus pure, celle qu'il avait passé sa vie à combattre, une injustice enracinée dans le fanatisme religieux et protégée par le pouvoir institutionnel. Il s'emparerait de cette affaire. Il en ferait sa croisade et, ce faisant, prouverait une fois pour toutes ce qu'un seul écrivain déterminé pouvait accomplir contre les forces de l'ignorance et de la cruauté. En 1760, le patriarche de Ferney, comme il aimait désormais se nommer, était l'écrivain le plus célèbre d'Europe et sans doute le plus influent. Des rois lui écrivaient assez pour solliciter ses conseils. Des pèlerins voyageaient des semaines durant juste pour l'apercevoir. Et depuis son cabinet d'études, il s'apprêtait à lancer une campagne qui prouverait à jamais le pouvoir de la plume. Une campagne pour un mort nommé Jean Calas. L'histoire de Jean Calas commence par une tragédie et s'achève dans l'horreur. Calas était un marchand de draps, protestant à Toulouse, une ville du sud de la France où les tensions religieuses restaient vives, plus d'un siècle après la fin supposée des guerres de religion. La France était officiellement catholique. Les protestants, que l'on appelait les Huguenots, étaient tolérés dans certaines régions, persécutés dans d'autres, et partout rappelés qu'ils étaient des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. En octobre 1761, le fils aîné de Calas, Marc-Antoine, fut retrouvé mort dans la boutique familiale. Il avait été pendu. L'explication la plus probable était le suicide. Marc-Antoine était connu pour être tourmenté, mélancolique, accablé de dettes et déçu par ses ambitions brisées. Mais presque immédiatement, des rumeurs commencèrent à circuler à Toulouse. Les protestants avaient assassiné leur propre fils, dirent les murmures, pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il n'existait aucune preuve de cette accusation. Aucun des domestiques catholiques de la famille n'avait été témoin de violence. Marc-Antoine n'avait manifesté aucune intention de se convertir. La thèse du meurtre ne reposait sur aucune logique.
Pourquoi des parents tueraient-ils leur fils pour un changement de religion, alors qu'une conversion n'aurait fait qu'ajouter un catholique de plus à une famille vivant déjà dans un pays massivement catholique? Mais la logique n'avait que peu d'importance. La population catholique de Toulouse était saisie d'une forme d'hystérie collective. Elle voulait croire le pire de ces protestants qui vivaient parmi eux. Jean Calas fut arrêté, ainsi que son épouse, ses fils survivants et un ami de la famille présent ce soir-là. L'enquête fut menée avec une injustice grotesque. Les témoignages qui allaient dans le sens du suicide furent ignorés. Les juges cherchaient moins la vérité que la confirmation de leurs soupçons. En mars 1762, Jean Calas fut reconnu coupable de meurtre. La sentence était d'une cruauté effroyable, même selon les standards brutaux de l'époque. Il devait être soumis à la torture, d'abord le supplice de l'estrapade, les bras disloqués par des cordes qui le hissaient dans les airs. Puis on lui fit avaler de force de grandes quantités d'eau, jusqu'à ce que son corps se gonfle de manière monstrueuse. Après ces tortures, il devait être roué vif, ses membres brisés à coups de barres de fer, son corps disloqué entrelacé dans les rayons d'une roue, puis laissé à mourir lentement sous les yeux de la foule. Tout au long de ce supplice, ses bourreaux exigèrent qu'il avoue et qu'il nomme ses complices. Jusqu'au bout, Calas clama son innocence. Il mourut sur la roue en répétant qu'il n'était coupable de rien. Lorsque la nouvelle parvint à Voltaire, à Ferney, il fut d'abord sceptique. Était-il réellement possible que le fanatisme religieux ait poussé une famille à assassiner son propre fils? Voltaire enquêta. Il interrogea des témoins. Il se procura des documents. Peu à peu, son doute se transforma en certitude. Jean Calas était innocent. Un homme innocent avait été torturé à mort par un système judiciaire empoisonné par la haine religieuse. Voltaire avait 77 ans. Il était fatigué, souvent malade, ou se croyant tel. Il avait toutes les raisons de passer ses dernières années dans une retraite confortable. Au lieu de cela, il lança la campagne la plus longue et la plus efficace de toute sa vie. Il écrivit, il publia des pamphlets expliquant l'affaire, démontant les absurdités de l'accusation, révélant l'absence totale de preuves. Il écrivit des lettres, des centaines de lettres, à des souverains, des ministres, des intellectuels, à quiconque pouvait exercer une influence. Il mobilisa l'opinion publique à travers toute l'Europe. Il fit du nom de Calas le symbole même de l'injustice. Son slogan devint célèbre, « Écraser l'infâme ». La formule était volontairement ambiguë. Qu'était donc l'infâme? L'Église catholique, l'intolérance religieuse en général, la superstition, le fanatisme, un peu tout cela à la fois. Ce cri de ralliement devint la signature de Voltaire, la synthèse de tout ce pourquoi il avait combattu sa vie durant. La campagne finit par porter ses fruits. Lentement, l'opinion publique bascula. L'affaire fut réexaminée. De nouveaux éléments furent pris en compte. En 1765, 3 ans après la mort de Jean Calas sur la roue, la condamnation fut officiellement annulée. Les membres survivants de la famille furent réhabilités. L'État dut verser une indemnisation. Les magistrats qui avaient condamné Calas furent publiquement discrédités. Cela ne rendit pas la vie à Jean Calas. Mais c'était une réparation morale, la preuve que même dans un monde de rois et de prêtres, de pouvoir arbitraire et de cruauté institutionnalisée, la vérité pouvait parfois l'emporter. Un seul homme, armé d'une plume, avait affronté tout le poids de l'appareil judiciaire et religieux français, et il avait gagné. Voltaire ne s'arrêta pas là. L'affaire Calas fut suivie d'autres combats. La famille Sirven, accusée du même crime, avoir tué leur enfant pour l'empêcher de se convertir, le jeune chevalier de la Barre, torturé et exécuté pour blasphème, et d'autres encore, dont les noms ont été oubliés, mais dont Voltaire défendit la cause avec la même fureur lucide. Il avait trouvé sa mission pour les dernières années de sa vie, défendre les persécutés, dénoncer l'injustice, attaquer sans relâche ce qu'il appelait l'infâme. L'affaire Calas fit de Voltaire un héros, non seulement pour les intellectuels,
mais aussi pour des gens ordinaires qui verront dans sa campagne la possibilité, fragile mais réelle, d'une justice opposable au pouvoir. Et pourtant, au moment même où il savourait cette victoire, le philosophe écrivait autre chose, un court roman sur un jeune homme naïf qui parcourt le monde et découvre que tout n'est pas, en réalité, pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Il l'appela Candide, et ce livre allait devenir l'ouvrage le plus lu des Lumières. En janvier 1759, un court roman parut dans toute l'Europe. Il fut publié anonymement, bien que personne ne fût dupe quant à l'identité de son auteur. Il fut immédiatement interdit à Paris et à Genève, dénoncé comme scandaleux, blasphématoire et subversif de tout ordre légitime. En moins d'un an, il fut réimprimé des dizaines de fois et traduit en plusieurs langues. Il s'intitulait Candide et allait devenir l'œuvre la plus lue de toutes les Lumières. L'histoire est assez simple en surface. Candide est un jeune homme élevé dans un château allemand, instruit par un philosophe nommé Pangloss, qui enseigne que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Tout arrive pour une raison. Chaque mal sert un bien supérieur. Il n'y a pas lieu de se plaindre car l'univers est parfaitement conçu par un créateur bienveillant. Puis Candide est chassé de son paradis et doit affronter le monde réel. Ce qui suit est une odyssée cauchemardesque de guerre, de tremblements de terre, de naufrages, d'esclavage, de viols, de meurtres, de tortures et de toutes les cruautés humaines imaginables. Candide et ses compagnons sont battus, volés, trompés et exploités à chaque tournant. La doctrine selon laquelle nous vivons dans le meilleur des mondes possibles est mise à l'épreuve face à une réalité de souffrance incessante. La cible de Voltaire était bien réelle. Le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz avait soutenu que Dieu, étant parfait, devait avoir créé le meilleur univers possible. Tout mal apparent devait faire partie d'un plan plus vaste que nos esprits limités ne peuvent pleinement comprendre. Cet optimisme philosophique était devenu à la mode dans certains cercles et servait à justifier la complaisance face à la souffrance. Pourquoi travailler à améliorer le monde si le monde est déjà aussi bon qu'il peut l'être? Voltaire trouvait cette doctrine méprisable. Il avait vécu le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, qui avait tué des dizaines de milliers de personnes un jour saint, dans une ville remplie d'églises, dans le pays le plus catholique d'Europe. Si cela faisait partie du plan parfait de Dieu, alors le plan de Dieu était monstrueux. Candide fut sa réponse, non pas un traité philosophique, mais une comédie féroce qui exposait l'absurdité de prétendre que tout allait pour le mieux. Le génie de Candide réside dans son ton. Les horreurs s'accumulent si rapidement, sont décrites avec une gaieté si impassible, que l'effet est à la fois hilarant et dévastateur. Lorsque Pangloss, après avoir été pendu, disséqué et ressuscité, continue d'insister que tout est pour le mieux, le lecteur ne peut s'empêcher de rire, puis ne peut s'empêcher de s'interroger sur un monde où de telles choses arrivent et où de telles doctrines sont prêchées. La fin est devenue l'un des passages les plus cités de la littérature mondiale. Candide et ses compagnons, ayant survécu à leur odyssée, s'installent dans une petite ferme près de Constantinople. Pangloss continue de philosopher. Candide le coupe enfin avec une déclaration simple. Il faut cultiver notre jardin. Que signifie cette phrase? Les érudits en débattent depuis. Peut-être signifie-t-elle que les grands systèmes philosophiques sont inutiles et que nous devrions nous concentrer sur le travail pratique. Peut-être signifie-t-elle que la recherche d'un sens cosmique est vaine et que nous devrions trouver satisfaction dans de petites tâches immédiates. Peut-être signifie-t-elle que chacun de nous est responsable de son propre coin du monde et que l'amélioration du tout commence par l'amélioration de la partie. Pour Voltaire, la phrase n'était pas seulement littéraire. À Ferney, il faisait exactement ce que Candide prescrivait. Il cultivait son jardin littéralement, en asséchant des marais et en plantant des vergers, et métaphoriquement, en bâtissant une communauté où les gens pouvaient vivre et travailler en paix. Il n'essayait pas de créer le meilleur des mondes possibles. Il essayait de rendre un petit morceau de monde un peu meilleur qu'il ne l'avait été auparavant.
Candide se vendit davantage que tout ce que Voltaire avait écrit. Il fut traduit dans toutes les langues européennes. Il fut lu par des rois et des roturiers, des philosophes et des commerçants. Il est toujours publié aujourd'hui, toujours étudié dans les écoles, faisant toujours rire, réfléchir et questionner les lecteurs. De tous les milliers de pages que Voltaire produisit durant sa longue carrière, ces quelques dizaines se sont révélées les plus durables. Il faut cultiver notre jardin. C'était la réponse de Voltaire au problème du mal, au sens de la vie, au chaos de l'existence. Et pendant près de 20 ans encore, c'est exactement ce qu'il fit à Ferney. Cultiver son jardin, veiller sur son village, écrire son flot ininterrompu de lettres, d'essais et de pièces. Il vieillissait, il se fatiguait. Mais il y avait une chose qu'il désirait plus que tout, plus que n'importe quel livre, victoire ou réhabilitation. Les années à Ferney s'étirèrent en décennies. Voltaire entra dans sa 70e année, puis dans sa 80e. Son corps s'affaiblissait, tenaillé par des maux tant réels qu'imaginaires. Il perdit ses dents, sa vue baissa. Il s'emmitouflait dans des fourrures et se plaignait du froid même en plein été. Il annonçait sa mort imminente si fréquemment que ses amis finirent par ne plus prendre ses avertissements au sérieux. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il continuait de travailler. La production de ces dernières années fut stupéfiante. Sa seule correspondance remplirait des volumes, tour à tour spirituelle, féroce, profonde, mesquine, tendre ou cruelle, souvent dans la même lettre. Il écrivait des pièces jouées dans toute l'Europe, des essais philosophiques et des traités historiques. Il menait des batailles juridiques pour les persécutés, épousant une cause après l'autre avec l'énergie d'un homme ayant la moitié de son âge. Le patriarche de Ferney était devenu une institution, une usine des Lumières, à lui tout seul, dont les produits circulaient dans tout le monde occidental. Sa routine quotidienne était excentrique mais immuable. Il se levait tôt, souvent avant l'aube, et travaillait au lit, griffonnant des lettres et des corrections à la lueur des bougies. Son secrétaire arrivait pour prendre la dictée. L'après-midi, il recevait des visiteurs, parfois des dizaines en une seule journée. Voltaire tenait court comme un roi, dispensant ses opinions sur tous les sujets, charmant certains invités et en foudroyant d'autres de son esprit. Le soir, il pouvait y avoir une représentation dans son théâtre privé, des lectures ou des conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit. Le foyer qui l'entourait était singulier. Sa nièce, Marie-Louise Denis, faisait office d'hôtesse et de régisseuse. Leur relation était complexe. Elle avait été sa maîtresse des décennies plus tôt, un scandale qu'il s'était efforcé de cacher. Désormais, elle était un mélange de fille, de partenaire commercial et de garde-malade. Elle était aussi vénale, difficile et fréquemment en conflit avec son oncle. Mais elle restait, et il dépendait d'elle. Des domestiques, des secrétaires et des courtisans remplissèrent la maison. Il y avait des prêtres que Voltaire invitait pour débattre, bien qu'il l'emportât toujours. Il y avait des horlogers de sa fabrique, des fermiers de ses terres, des réfugiés fuyant les persécutions qu'il avait recueillies. Ferney était moins un domaine privé qu'une petite principauté dont Voltaire était le souverain absolu mais bienveillant. Les paradoxes de son caractère s'étalaient au grand jour durant ces années. Il pouvait se montrer extraordinairement généreux, dépensant sa propre fortune pour soutenir les victimes d'injustice, construire des logements pour ses ouvriers ou financer des projets d'intérêt public. Il pouvait aussi être mesquin et vindicatif, nourrissant des rancunes pendant des décennies et détruisant des réputations pour des offenses mineures. Il prêchait la tolérance, mais ne supportait pas la critique. Il défendait la raison, mais entrait dans des rages irrationnelles. Il était, en somme, profondément humain, brillant et imparfait, noble et petit, un géant dont les pieds étaient bel et bien d'argile. La question de la religion hanta ces dernières années. Voltaire avait passé sa vie à attaquer l'Église catholique, ridiculisant ses doctrines et dénonçant ses hypocrisies. Pourtant, il n'avait jamais été athée. Il croyait en un Dieu créateur, un architecte divin,
ayant conçu l'univers avec une précision mathématique. Ce qu'il rejetait, c'était la révélation, les miracles, le clergé et tout l'appareil de la religion organisée qui prétendait parler au nom de Dieu pour justifier l'oppression. Cette position, le déisme, ne satisfaisait ni les dévots ni les athées radicaux. L'Église le voyait comme un ennemi dangereux de la foi. La jeune génération des philosophes, comme Diderot ou d'Holbach, trouvait qu'il n'allait pas assez loin. Voltaire occupait sa position caractéristique, entre les deux, n'appartenant pleinement à aucun camp, attaqué des deux côtés. Avec l'âge, la question de sa fin devint de plus en plus urgente. L'Église refusait de l'enterrer en terre consacrée sans une rétractation sur son lit de mort, un reniement formel de l'œuvre de sa vie. Voltaire n'avait aucune intention de leur accorder cela, mais il ne souhaitait pas non plus que son corps soit jeté dans une fosse commune comme celui d'un criminel. Le problème était, en quelque sorte, insoluble. Il s'était fait trop d'ennemis pour mourir en paix. Pourtant, malgré tout cela, un désir persistait, se renforçant au fil des ans. Il voulait rentrer chez lui. Il voulait revoir Paris. Cela faisait près de 3 décennies qu'il était en exil. Paris, la ville de sa jeunesse, la ville où il avait triomphé et souffert, la ville qu'il avait fait battre, emprisonner et qu'il avait rendue célèbre. Il ne l'avait pas revue depuis 1750. Louis XV, qui ne l'avait jamais aimé, était mort. Le nouveau roi, Louis XVI, semblait moins hostile. Ses amis l'assurèrent que les vieux mandats d'arrêt étaient oubliés, que les autorités n'oseraient pas toucher à l'homme le plus célèbre de France. Pourtant, il hésitait. Le voyage était long et il était fragile. Paris risquait de l'exciter jusqu'à la mort. Ses médecins, et il en avait beaucoup, aucun n'étant d'accord avec l'autre, le mettaient en garde contre cet effort. Il avait 83 ans. Il devait rester à Ferney, où il était confortablement installé et en sécurité. Mais l'appel de Paris était trop fort. Une nouvelle pièce, une tragédie intitulée Irène, allait être créée à la Comédie-Française. Le théâtre où il avait triomphé 60 ans plus tôt avec Oedipe le rappelait à lui. Ses amis le pressèrent de venir. La tentation était irrésistible. Au début de l'année 1678, tout changea. Louis XV n'était plus, et le climat semblait s'apaiser. Pour la première d'Irène, ses proches l'incitèrent à faire le déplacement. Il avait 83 ans et n'avait pas revu sa ville depuis 28 ans. Tous ceux qui l'aimaient lui déconseillèrent de tenter l'aventure. Le voyage pourrait le tuer. Voltaire sourit. « Alors je mourrai heureux, dit-il, et il ordonna que l'on prépare son carrosse pour Paris. Le 10 février 1778, le carrosse de Voltaire entra dans Paris par la porte Saint-Antoine. Il voyageait depuis des jours, emmitouflé dans des fourrures contre le froid de l'hiver. Son corps frêle, secoué par chaque ornière et chaque pierre de la route. Il était épuisé, il était exalté. Après 28 ans, il était enfin chez lui. La nouvelle de son arrivée se répandit dans la ville, comme une traînée de poudre. En quelques heures, la foule commença à s'amasser devant la demeure où il logeait, l'hôtel particulier du marquis de Villette, un ami qui lui avait offert l'hospitalité. Les gens remplissaient la rue, tendant le cou pour apercevoir ne serait-ce qu'une silhouette de la figure légendaire. Ils criaient son nom, ils l'acclamaient dès qu'il apparaissait brièvement à une fenêtre. L'homme le plus célèbre de France était de retour, et Paris était déterminé à le fêter. Ce qui suivit ne fut pas une simple visite, mais une apothéose. Pendant 3 mois, Voltaire fut soumis à une agitation constante, écrasante et finalement fatale. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le toucher. Les grands et les petits, les nobles et les roturiers, les vieux amis et les inconnus curieux. Ils défilèrent courdis tous en une procession sans fin qui ne laissait aucun repos au vieillard. L'Académie française tint une séance spéciale en son honneur. Lorsqu'il entra dans la salle, chaque membre se leva. Ils l'élurent directeur par acclamation, un poste purement honorifique, mais dont la symbolique était frappante. L'institution qu'il avait rejetée pendant tant d'années le plaçait désormais à sa tête.
Benjamin Franklin vint lui présenter son petit-fils pour recevoir sa bénédiction. Le vieux philosophe posa ses mains sur la tête de l'enfant et prononça ces mots « Dieu et la liberté ». La scène devint célèbre des deux côtés de l'Atlantique. Le patriarche des Lumières françaises bénissant l'avenir de la liberté américaine. Mais le point culminant survint le 30 mars, lors de la 6e représentation d'Irène. Voltaire, malgré les protestations frénétiques de ses médecins, insista pour y assister. Son carrosse pouvait à peine se frayer un chemin dans les rues, tant la foule était compacte. Lorsqu'il arriva enfin à la Comédie-Française, le théâtre explosa. Le public se leva comme un seul homme et ne s'arrêta plus d'applaudir. Sur scène, avant que la pièce ne commence, un buste de Voltaire fut couronné de lauriers, tandis que les acteurs et les spectateurs scandaient son nom. Il pleura. Il essaya de parler pour les remercier, mais sa voix fut noyée par l'ovation. À la fin de la pièce, une œuvre médiocre selon tout critère objectif, les acclamations reprirent, jusqu'à ce qu'il soit finalement porté dehors, submergé et terrassé par l'émotion. C'était la consécration de toute une vie. Tout ce qu'il avait souffert, la Bastille, les coups, les exils, les auto-da-fé, les décennies de persécution, tout cela était effacé par les vagues d'adulation qui déferlaient sur lui nuit après nuit. Paris l'aimait, la France l'aimait, le monde l'aimait, il avait gagné. Mais ce triomphe était en train de le tuer. Le rythme était insoutenable. Il avait 83 ans et refusait de se reposer. Chaque jour apportait de nouveaux visiteurs, de nouvelles cérémonies, de nouvelles exigences pour son corps défaillant. Il voulait assister à chaque dîner, accepter chaque invitation, savourer chaque instant de gloire. Ses amis le suppliaient de ralentir. Ses médecins l'avertissaient d'un effondrement imminent. Il les ignora tous. Il avait attendu cela trop longtemps. Il ne voulait pas perdre une seule seconde précieuse. À la fin du mois d'avril, il tomba gravement malade. La nature exacte de son ultime mal reste floue. Les rapports médicaux du XVIIIe siècle sont confus et contradictoires. Il y avait la douleur, la faiblesse, le sang. Ses médecins lui prescrivirent de l'opium pour apaiser ses souffrances. Certains récits suggèrent qu'il en prit trop. Que ce soit par accident ou délibérément, la frontière entre le traitement et le surdosage était mince. En cet âge précédant la pharmacologie moderne, l'Église passa à l'offensive. Un prêtre vint à son chevet, exigeant une confession, une rétractation, une déclaration formelle qu'il se repentait de ses hérésies et revenait au sein de la foi catholique. Sans cela, il ne pouvait recevoir les derniers sacrements, et sans sacrement, il ne pouvait être enterré en terre consacrée. Voltaire, même à l'agonie, resta provocateur. Il remit une déclaration qu'il avait écrite plus tôt. « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis et en détestant la superstition. » Ce n'était pas la confession que l'Église attendait. Le prêtre insista. Selon certains témoignages, Voltaire s'emporta, chassant l'homme d'un geste, refusant d'offrir à ses ennemis la satisfaction d'une reddition sur son lit de mort. 13 ans après la mort de Voltaire, la France était un pays transformé. La révolution qu'il avait contribué à inspirer, bien qu'il eût été horrifié par nombre de ses excès, avait balayé l'Ancien Régime. Le roi était prisonnier, l'Église était dépouillée de son pouvoir. Les hommes qui dirigeaient désormais la France considéraient les philosophes des Lumières comme leurs pères intellectuels, et ils décidèrent que ces pères méritaient une sépulture digne. Le 11 juillet 1791, les restes de Voltaire furent exhumés de leur tombe obscure en Champagne et ramenés à Paris dans une procession d'une pompe extraordinaire. Le corbillard conçu pour l'occasion était monumental et somptueux. Un temple sur roue tiré par 12 chevaux blancs. L'inscription sur son flanc proclamait le jugement de la France nouvelle. Il nous a appris à être libres. La route à travers Paris était bordée par des centaines de milliers de personnes venues assister au retour définitif de l'homme, qui, plus que tout autre, avait préparé le terrain intellectuel de leur révolution. Le cortège passa devant l'emplacement de la Bastille, démoli 2 ans plus tôt, devant la Comédie-Française où il avait été couronné de lauriers, devant l'hôtel particulier où il était mort. À chaque halte,
Des orateurs prononcèrent des discours célébrant son héritage. La destination était le Panthéon, une ancienne église convertie en temple laïque pour les plus grands citoyens de la nation. Là, les restes de Voltaire furent placés dans une crypte aux côtés d'autres héros de la civilisation française. L'homme à qui l'Église avait refusé la sépulture reposait désormais dans un édifice qui lui avait été arraché. C'était peut-être la victoire finale de son combat de toute une vie. Mais les héritages sont des choses complexes, et celui de Voltaire l'est plus que la plupart. Son influence sur le monde fut immense et indéniable. Les pères fondateurs américains, Jefferson, Franklin, Adams, Madison, l'avaient lu avec avidité. Ses arguments pour la tolérance religieuse, la liberté d'expression, la séparation de l'Église et de l'État, l'état de droit contre le pouvoir arbitraire, tout cela se retrouva dans les documents fondateurs des démocraties modernes. Lorsque Jefferson écrivit que tous les hommes sont créés égaux et dotés de certains droits inaliénables, il puisait dans des idées que Voltaire avait contribué à populariser. Lorsque le premier amendement garantit la liberté de religion et de presse, il protégeait des valeurs que Voltaire avait défendues toute sa vie. Sa réhabilitation de Jean Calas établit un modèle pour ce qu'on appelle aujourd'hui la défense des droits de l'homme, l'usage de l'opinion publique, mobilisé par des individus déterminés pour contester l'injustice institutionnelle. Chaque pétition, chaque campagne de lettres, chaque effort pour mettre en lumière les abus de pouvoir doit quelque chose aux techniques que Voltaire a inventées. Il a montré que les mots pouvaient en être des armes, que la publicité pouvait être une force pour la justice, qu'une seule personne, avec une plume et une cause, pouvait changer le monde. Son esprit reste vif. Candide est toujours lu, toujours enseigné, faisant toujours rire et réfléchir près de 3 siècles après sa publication. Ses aphorismes circulent encore, souvent mal attribués, mais tout aussi puissants. La phrase la plus souvent associée à lui, « Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire », n'a pas été écrite par Voltaire, mais par un biographe ultérieur résumant sa philosophie. Qu'elle soit devenue son épitaphe est en soi un hommage. Les mots capturent quelque chose de vrai chez l'homme, même s'il ne les a jamais prononcés. Et pourtant, tout bilan honnête de l'héritage de Voltaire doit reconnaître ses zones d'ombre. Il était un homme de son temps autant qu'en avance sur lui. Ses opinions sur la race, sur les femmes, sur certaines minorités religieuses étaient parfois aussi préjudiciables que celles de la société qu'il critiquait. Il pouvait être cruel, vindicatif, hypocrite. Il prêchait la tolérance, mais ne tolérait pas les rivaux. Il défendait la raison, mais était capable d'une irrationalité spectaculaire dans ses querelles personnelles. Il était, en somme, un être humain, imparfait, contradictoire, tour à tour magnifique et petit. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Les philosophes des Lumières sont parfois traités comme des saints laïcs, prophètes d'un paradis rationnel que l'humanité n'a pas su bâtir. Mais ils n'étaient pas des saints. C'étaient des hommes et des femmes luttant pour comprendre leur monde, le rendre un peu meilleur, cultiver leur jardin au milieu du chaos. Ils ont en partie réussi, en partie échoué, et laissé le travail inachevé, comme nous tous. La dernière demeure de Voltaire n'a pas été paisible. Au XIXe siècle, des rumeurs circulèrent selon lesquelles ses restes avaient été volés du Panthéon par des royalistes catholiques cherchant vengeance. Lorsque la tombe fut ouverte en 1897, le cercueil fut trouvé intact, les rumeurs réfutées. Il repose toujours là, dans la crypte sous la grande coupole, à quelques mètres des restes de son rival Rousseau, avec qui il se querella amèrement de son vivant et partage une intimité ironique dans la mort. Si vous visitez le Panthéon aujourd'hui, vous pouvez descendre dans cette crypte et vous tenir devant sa tombe. C'est un monument modeste, un sarcophage de pierre portant une inscription identifiant son occupant. Les touristes passent, prennent des photos, s'arrêtent parfois pour lire les mots. Peu s'attardent longtemps. Il y a d'autres tombées à voir, d'autres héros à honorer. Le flot incessant de visiteurs poursuit sa route. Mais le véritable monument de Voltaire n'est pas au Panthéon. Il est dans la lutte permanente pour les valeurs qu'il a défendues. Une lutte qui n'est jamais achevée, jamais définitivement gagnée, mais jamais non plus entièrement perdue. Chaque fois que quelqu'un s'élève contre l'injustice, chaque fois qu'un écrivain défie l'autorité, chaque fois que la raison et la tolérance l'emportent sur la superstition et la haine, la longue ombre du patriarche de Ferney s'étend sur le présent. Nous avons commencé ce voyage en février 1778, avec le carrosse d'un vieil homme roulant dans les rues de Paris, entouré de foules en liesse. Nous l'avons suivi à travers 8 décennies de triomphes
et de désastres, d'exil et de retour, d'amour et de perte. Nous l'avons vu emprisonné, battu, chassé de pays, brûlé en effigie et couronné de lauriers. Nous l'avons vu se battre pour les persécutés, rire des puissants et cultiver son jardin au milieu de nulle part. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à The Long Shadow. Nous redonnons vie aux figures les plus fascinantes de l'histoire chaque semaine. Et je suis curieux, qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez Voltaire? Dites-le moi dans les commentaires. François-Marie, le fils du notaire qui se réinventa en Voltaire, qui rendit les rois craintifs de sa plume, qui combattit l'injustice avec esprit, raison et détermination implacable, mourut à 83 ans, épuisé et exalté, entouré d'une gloire qu'il avait poursuivie toute sa vie. Mais ses idées ne moururent pas avec lui. Dans les siècles qui suivirent, chaque mouvement pour la liberté d'expression, pour la tolérance religieuse, pour les droits des accusés, se retrouva à marcher sur des chemins qu'il avait aidé à défricher. Il n'était pas un saint. Il était mesquin, vaniteux et capable d'une grande cruauté. Mais il était quelque chose de plus durable qu'un saint. Il était une voix qui refusait d'être réduite au silence. Et dans un monde encore tourmenté par l'ignorance et l'intolérance, cette voix résonne toujours. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage dans le passé. J'espère que l'histoire de cet homme brillant, difficile et indispensable a redonné vie au monde des Lumières. Jusqu'à notre prochain voyage dans l'histoire, je vous souhaite une nuit calme et paisible.